Alors les joueurs soviétiques entourent le gardien Artur Irbey-Ivanpedno, c'est lui qui sera le partant pour l'URSS. Oui Pierre, il détient d'ailleurs la meilleure moyenne du tournoi avec une moyenne, il n'a accordé que 5 buts au cours de cette compétition. Il fera face à Dominik Hasek de la Tchécoslovaquie, gardien de but qui se rapportera à l'automne aux Blackhawks de Chicago. L'arbitre de la rencontre est le Finlandais Seppo Mäkelä. Les juges de ligne sont suédois, Johan Enestedt et Anders Ekhagen. On espère que vous allez passer un bon avant-midi à l'antenne du Réseau des Sports. On vous souhaite un bon petit déjeuner. Il est très tôt hors du Québec, c'est le match de la médaille d'or. Je vous rappelle que c'est le début d'un programme double à l'antenne du Réseau des Sports. Tout de suite après cette rencontre, nous allons vous présenter le match de la médaille de bronze entre la Suède et le Canada. C'est le trio de Bikov, évidemment, pour l'URSS contre celui de Haščák du côté tchécoslovaque. Là, c'est Sherban qui remet le disque à Krohn. Derrière, à son défenseur, Haščák reprend le disque, Bersiger au centre, mais c'est perdu par lui. Et c'est Malahov qui va récupérer loin dans son territoire. Par la rampe, vers Chomutov. Chomutov revient sur ses pas. Chomutov toujours, belle manœuvre devant Haščák. En territoire tchécoslovaque maintenant, mais il touche le patin de Seeger et on doit rentrer au centre. De Malahov à Chomutov. Au centre pour Bikov, disque libre, c'est Haščák qui le reprend. Haščák est surveillé par Chomutov. Remet derrière à Staviana. Staviana vers Sherban, vers Seeger qui arrive au centre. Seeger devant Malahov. Seeger toujours, mais perd le disque et là c'est Dolana qui le reprend, mais celui-ci fait une chute. C'est Nemchinov maintenant qui a tenté de s'échapper, mais il a fait une chute. Semak remet à Tatarinov vers Davidov qui s'avance, mais perd le disque. Il a reçu une sévère mise en échec. Là, c'est Kadlec qui le retient. Davidov reprend, s'avance bien. Du revers et bel arrêt de Dominik Hasek dès le début du match. C'était pas commode comme lancé. Bel arrêt effectué par le gardien de la Tchécoslovaquie parce que Davidov, Pierre, s'est amené directement dans l'enclave. Il avait quitté le coin de la patinoire du côté gauche du gardien de la Tchécoslovaquie. Et très beau lancé. On a vu que Hasek semble en bonne possession de ses moyens. Le style papillon, encore une fois, l'a bien servi et il a effectué l'arrêt avec sa mitaine. La mise en jeu a été gagnée par Martin Haščák. Il revient au jeu, celui-là. Il a été blessé en tout début de tournoi. Et Haščák appartient aux Flyers, un choix de 3e ronde en 1987. Là, c'est Semak qui a remis à Nemchinov un tir et c'est encore Hasek qui fait l'arrêt sans donner de retour. Les deux entraîneurs s'entendaient pour dire, Pierre, hier, après les entraînements, que la rivalité entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique a diminué un tout petit peu au fil des ans, évidemment. Si on se rappelle les événements de Prague il y a plusieurs années, lorsque ces deux équipes s'affrontaient, c'était une véritable guerre. Mais ça a ralenti un petit peu au cours des dernières saisons, changement de politique un peu dans les deux pays. Mais les deux équipes, dit-on, fournissent toujours un excellent spectacle lorsqu'elles s'affrontent. Là, c'est Jelinek devant Boussarov qui lui fait perdre le disque. Remet derrière, c'est Herdina qui intercepte, mais c'est hors-jeu à l'entrée du territoire soviétique. Je vous rappelle que la Tchécoslovaquie, pour gagner la médaille d'or, doit gagner ce match. Oui. Un match nul n'est pas suffisant, puisque les Soviétiques ont une fiche parfaite de 2 victoires, aucune défaite en ronde des médailles. Et la Tchécoslovaquie, une victoire contre le Canada et match nul contre la Suède. C'est Dolezal, le capitaine, qui perd à Biakin. Biakin, belle passe au centre à Ristic. Le tir, et c'est un bel arrêt de Hasek. Et celui-ci réussit à immobiliser devant Fyodorov. Et là, on veut s'en prendre à Pavel Bure qui a tenté, lui, de saisir le retour. Il y avait un disque mi-libre sous la mitaine de Hasek. Il n'a pas manqué de courage, le jeune joueur de l'Union soviétique. Encore une fois, on voit que Hasek est extrêmement prudent là-dessus. Va tenter de immobiliser le disque afin de créer immédiatement une mise en jeu. Ouais, Pavel Bure a essayé de passer le disque sous Dominik Hasek, mais celui-ci me fait penser à une pieuvre. Il est tellement grand, à une très longue portée avec ses bras. Je trouve pas qu'il y a la stature de Ken Dryden. Ah oui, tout à fait. Il se ressemble beaucoup en stature. Là, c'est Ristic devant Reichel, le trio des jeunes qui revient sur la patinoire. Quel merveilleux travail ces 3 jeunes ont accompli tout au long du championnat. Passe de Holik que Reichel n'attendait pas, c'est Konstantinov qui reprend, revient sur ses pas, passe du revers vers Makarov. Makarov arrive devant Sherban qui lui ferme la porte. Disque libre, c'est Holik qui le reprend. Remet tout de suite à Staviana devant Priakin. Là, c'est au centre pour Reichel, mais beau jeu de Konstantinov qui remet à Malahov. Longue passe en diagonale pour Ristic. En course avec Staviana.
Devant le filet, c'est Hachek qui bloque cette passe et le disque colle sur le filet à l'extérieur et c'est un autre arrêt de jeu. Il y a 2 minutes 20 d'écoulé en première période. Alors Pierre, tu parlais du trio de Jagr, Olick et Reichel. Ils ont accumulé 22 points au cours de ce tournoi. 9 buts et 13 passes, qui est quand même exceptionnel parce que lorsque la formation tchécoslovaque est arrivée à Berne, l'entraîneur Pavel Vol disait lui que c'était effectivement son 4e trio. Et plus le tournoi a progressé, c'est devenu le meilleur trio de l'équipe. 19 ans et 18 ans. Oui. Ah. Là, c'est Seeger qui prend le disque et c'est un hors-jeu lorsqu'il touche le disque avait franchi 2 autres. Et on a vu aussi que Robert Olick ne craint pas, lui, d'aller dans les coins de patinoire. Donc, c'est un style de jeu qui va sans doute lui convenir dans la division Adams la saison prochaine. Oui. Parce qu'on sait qu'il évoluera avec les Whalers de Hartford. Eddie Johnston était ici, d'ailleurs, au début de la semaine, pour venir le rencontrer encore une fois. Là, c'est Krohn à la mise en jeu. Devant Briakin. Là, c'est un tir, c'est bloqué par le gardien Irbe. Rosachka devant le filet et le disque est libre. Et heureusement pour les Soviétiques, c'est Fetisov qui veillait et qui a réussi à dégager le devant du filet. Tatarinov maintenant, surveillé par Haschak. Fetisov par la rampe. Réussit à rejoindre Kamienski vers Bikov, mais Kadlec a fait une belle mise en échec là-dessus et reprend le disque tout de suite. Rosachka, mauvaise passe qui touche le patin de Kamienski vers Homutov, mais c'est raté. Là, Tatarinov vient appuyer l'attaque. Tir faible, c'est repoussé par le défenseur Rosachka. Et on revient au centre autour de Fetisov. Vers Tatarinov. Tire dans le coin de la patinoire. Hachek quitte son filet. Dégage par la rampe. C'est Haschak qui rate. Kadlec rate son dégagement. Là, c'est Bikov qui passe derrière à Kamienski. Tire. Et c'est raté de justesse. Là, Haschak veut dégager devant Fetisov. Haschak fait une chute. Le long de la rampe toujours. Haschak qui contrôle le disque. Un dégagement intercepté par Kamienski. Un tir qui rate la cible par la rampe. Et c'est Kravchuk qui est arrivé un peu en retard et qui doit rentrer en territoire bleu. L'Union soviétique a exercé un petit peu de pression sur la défense de la Tchécoslovaquie. Sans toutefois, Pierre, obtenir un bon tir au but. C'est un début très prudent, un peu comme contre le Canada l'autre soir, sauf qu'ils ont marqué rapidement. Et là, un tir de Semak repoussé par Hachek. Et c'est la contre-attaque avec Dolana. Tir de loin de Dolana, bloqué par Irbe, qui laisse derrière à son défenseur Goussarov. Vers Nemchinov, mise en échec par Lubina. Il y a 4 joueurs pour le disque, c'est Goussarov qui le reprend. Passe derrière son filet, surveillé par Hostak. Goussarov passe au centre. C'est capté par Davidov. Davidov derrière, interception de Dolana vers Hostak, qui perd le disque cependant. Alors des manœuvres nerveuses de part et d'autre. Jeu incohérent parce qu'en zone centrale, Pierre, tu observeras, tu as au moins 2 à 4 joueurs qui se tiennent là dans l'espoir de bloquer l'adversaire. C'est Dolezal qui rate cette passe. Il reprend le disque, remet derrière au défenseur Bozik. Bozik vers Herdina. Herdina contourne Goussarov. Là, tire du revers derrière le filet. C'est Dolana qui est surveillé par Nemchinov. Il a le disque devant le filet. Oh, le disque est libre. Et finalement, c'est repoussé par le défenseur. Goussarov. Et c'est Davidov en contre-attaque maintenant. Veut déjouer Batcha. Dolezal reprend le disque. Belle manœuvre. Laisse à Jelinek qui perd à son tour. Là, c'est Biakin qui repousse devant lui. Et c'est Herdina qui reprend le disque. Herdina remet jusqu'au gardien Irbe qui passe lui-même à Fjodorov vers Bourre, surveillé par Staviana. Le long de la rampe, c'est Fjodorov qui veut reprendre. Disque libre et finalement, le disque sautillant touche un spectateur et c'est l'arrêt de jeu. Vous écoutez le championnat mondial de hockey 90 à l'antenne du Réseau des Sports. C'est le trio des jeunes tchécoslovaques qui a créé une certaine pression en territoire soviétique et c'est repris par Reichel. Là, il perd le disque mais le reprend, tire dans le coin. Arthur Irbe quitte son filet et laisse le disque à Konstantinov qui a bien failli perdre à Jagr. Et Konstantinov, là, reprend le disque. La passe vers Biakin, c'est raté par lui. Là, Holik qui a fait faire une chute à Ristich. C'est repris par Sherban qui remet à Reichel vers Staviana. Staviana derrière à Sherban. Sherban passe vers Haschak. Haschak tire qui rate la cible. Le tir a touché un bâton, je pense. Là, Fetisov qui s'est vu fermer la porte devant lui. Makarov passe vers Ristich, surveillé par Prozachka. Et il y a hors-jeu donc à l'entrée du territoire tchécoslovaque. Jaromir Jagr qui sera sans aucun doute repêché. On l'a répété souvent au cours du tournoi. Il a connu de très bonnes performances ici à Berne.
Et j'ai l'impression que ça fait maintenant l'unanimité chez les dépisteurs de la Ligue nationale. C'est un joueur qui a vraiment le talent pour connaître beaucoup de succès. Et on le verra à Saskatoon l'an prochain au championnat mondiaux juniors. Et je vous rappelle que le réseau des sports sera diffuseur des championnats mondiaux juniors. Le réseau des sports qui a obtenu les droits pour plusieurs années sur les compétitions internationales. Donc le championnat du monde l'an prochain, le championnat mondial junior et quelques autres matchs de l'équipe nationale du Canada. Et on en est très fiers d'ailleurs. Là, c'est Makarov devant le défenseur. Ristich passe du revers, mais oh là, c'est Hasek qui a repoussé lui-même. Remet Haschak vers Seeger. Seeger vers Haschak, vers Kron. Beau jeu, tiré. Bel arrêt de Arthur Irbe. Et on voit que le plan de match de l'entraîneur Pavel Vold de la Tchécoslovaquie, c'est d'utiliser ses joueurs d'expérience contre Makarov. Il y a quelques instants, c'était le trio des jeunes qui étaient sur la patinoire. Il les a amenés au banc immédiatement. Et en défense, Pierre, tu observeras qu'il demande une implication constante des ailiers dans leur repli défensif. À ce moment-là, ça permet aux défenseurs de se porter devant le porteur du disque de l'Union soviétique. On ne veut surtout pas donner le territoire entre la hauteur du sac de mise en jeu et la ligne bleue. Dominique Rostak remet devant le filet. Le disque est libre et c'est repris par Kamienski. Devant Bozic et Staviana, ou Batcha plutôt, on lui ferme la porte. Là, c'est Romutov qui est bousculé par Lubina. Disque toujours libre, débattu entre les deux joueurs. Belle passe vers Kamienski qui veut remettre devant, mais tu as vu le beau repli du défenseur Batcha. Ça, c'est un défenseur d'expérience. Il est excellent, celui-là. Et là, c'est le gardien Irbe qui laisse à Kravchuk par la rampe vers Romutov, mais c'est perdu. Encore du beau travail de Lubina. Kamienski en contre-attaque devant Batcha. Kamienski surveille du coin de l'œil, veut remettre devant, mais encore un beau jeu de Batcha qui complète sa mise en échec sur Kamienski. Et là, c'est Hostok qui perd le disque. Romutov a été plaqué par Dolana. Lubina fait une chute également. Kamienski veut reprendre, mais tu as vu la belle chute de Dolana. C'est une équipe inspirée qui joue sans complexe que la Tchécoslovaquie. Tu as entièrement raison, Pierre. Très inspiré, qui s'en tient un plan de match bien précis. Batcha vers Staviana qui quittait le banc des siens. Par la rampe, remet tout simplement en territoire neutre. Et c'est Romutov qui remet à Malahov, le défenseur. Vers Konstantinov, le géant. À Malahov. Du revers vers Davidov, c'est raté. Dans le coin, attendons voir qui sera là. C'est Staviana qui est là le premier, surveillé par Semak. Mais Sherban a fait un beau jeu et fait une belle passe à Dolana. Dolana arrive au centre, devant Malahov. Dolana laisse derrière pour Herdina. Remet vers Dolana, mais un beau jeu de Malahov en défense. Nemchinov a repoussé en territoire tchécoslovaque. Sherban maintenant au centre. C'était Jelinek vers Dolezal. Dolezal tire, c'est un disque qui a touché Konstantinov. Et c'est lui qui a le disque maintenant. Passe à Semak. Semak qui perd le disque. Beau jeu de Dolezal. Là, Reichel est là. Perd le disque, c'est Nemchinov. Passe que n'attendait pas Davidov et c'est Staviana qui reprend le défenseur. Vers Reichel, mise en échec par Konstantinov. Et on revient profondément en territoire soviétique. Il y a 9 minutes exactement découlées en première période. C'est 0-0 toujours. Je vous rappelle que c'est le match de la médaille d'or. Et ce match vous parvient directement du Turquie. C'est une passe vers Pavel Bure, mais bloqué par Robert Reichel. Alors, les deux jeunes joueurs juniors s'affrontent depuis le début du match. Bure et Jagger. Belle manœuvre de Tatarinov, mais il doit revenir sur ses pas parce que Bure a fait une chute en territoire offensif. Il est revenu sur ses pas. Là, c'est Fetisov qui surveille du coin de l'œil. Il est bien surveillé par Jagger. Fetisov doit revenir sur ses pas prudemment. Contrôle bien le disque cependant, ce Fetisov. Passe vers Pavel Bure. Tir de Bure qui a été bloqué par Prochatska. Fyoderov maintenant est accueilli par Holik. Et c'est Prochatska qui, en acceptant une mise en échec, passe à Reichel. Reichel tire. Et finalement, c'est le sifflet de l'arbitre. Est-ce qu'il y aura des pénalités ou est-ce un hors-jeu? Hors-jeu, tout simplement. Pierre, parce que je surveillais en ligue et j'ai vu les bâtons élevés. C'est pour ça que j'hésitais un peu. Dans son élan, Jagger lui a devancé le porteur. Ah oui, on le voit bien là. Alors, encore une fois, on peut apprécier le travail, comme tu l'as mentionné, très inspiré des Tchécoslovaques. Dans leur territoire, les mises en échec sont dures. On cherche, on a toujours un ailier à découvert pour pouvoir effectuer la sortie de zone très rapide. Batcha a mis les freins devant Priakin et Makarov. Seeger a perdu et ça permet cette incursion de Kravchuk, le défenseur, surveillé par Seeger, qui a réussi à lui enlever le disque. Et là, c'est repris par Priakin. Priakin surveille du coin de l'œil. Un tir de Ristich qui rate la cible. Et c'est Priakin qui reprend. Là, il est gêné par l'arbitre et par Seeger maintenant.
Disque libre derrière le filet, c'est Haschak qui dégage par la rampe et le disque va se retrouver loin en territoire soviétique et ce sera refusé dès que Goussarov touche au disque. Alors là, les Soviétiques ont mis un peu plus de pression en plaçant 2 joueurs dans la zone privilégiée, ce qui a permis d'effectuer un tir qui a raté la cible cependant sur le gardien Dominik Hasek. Alors, il y a des changements apportés des deux côtés, 5 nouveaux joueurs. C'est le trio de Hasek qui sera là pour la Tchécoslovaquie contre le meilleur trio offensif de l'URSS, celui de Bykov, Kamienski et Khomutov, qui a 11 buts sur Khomutov. On aperçoit Robert Reichel qui appartient aux Flames de Calgary. Il pourrait peut-être se retrouver là-bas, Pierre, au cours des prochaines saisons. Et Krohn, lui, a été repêché par Vancouver en 1985. On dit que c'est un joueur extrêmement rapide. Peut-être pas un marqueur prolifique, mais quand même. Oh là, c'est un bel arrêt de Hasek contre Khomutov. Il est tellement rapide sur Khomutov. Décoche des tirs sans avertissement. Là, le disque est libre. C'est un tir de Malahov qui a touché un bâton. Khomutov reprend, mais il est contré par Hostak. Et c'est la longue passe au centre pour Lubina. La course entre lui et Konstantinov, gagnée par Konstantinov. Et c'est donc un dégagement qui est refusé avec 10 minutes 59 découlées en première période. Et on voyait également à côté de Krohn, Pierre, c'est Seager qui, lui, jouera l'an prochain avec les Devils du New Jersey. Il a déjà signé son contrat. C'est Dunko Seager qui a marqué 5 buts jusqu'à maintenant dans le tournoi. Je rappelle que c'est Yvon Penneau et Pierre Houd qui vous apportent la description et de ce reportage match de la médaille d'or entre l'URSS et la Tchécoslovaquie. C'est toujours 0-0 en première période. Les deux équipes ont eu quelques bonnes chances de marquer, mais on est très prudent de part et d'autre. Les tirs au but jusqu'à maintenant, 6 par l'URSS et 3 par la Tchécoslovaquie. C'est Kadlec qui a le disque, surveillé par Davidov. Kadlec par la rampe pour Jelinek. Passe par derrière que n'attendait pas son coéquipier Hrdina, qui revient sur ses pas. Hrdina par la rampe vers Dolezal, le capitaine, qui remet derrière, où ce sera repris par Tatarinov. Tatarinov qui bouscule Hrdina. La Prozacka remet au centre. Dolezal qui bouscule Tatarinov maintenant. Nemchinov reprend le disque. Et on a fait une passe avec la main, c'est pourquoi on devra reprendre. Il y a quand même Bellefeuille ici aujourd'hui. Ce n'est pas rempli à pleine capacité. Vous apercevez Tatarinov. Les rumeurs veulent qu'il se dirige vers Washington la saison prochaine. On dit qu'il a déjà signé son contrat avec les Capitals. Il a obtenu la permission des autorités de la Fédération de hockey sur glace en Union soviétique afin de poursuivre sa carrière dans la capitale américaine. Donc, ça sera tout un joueur pour l'attaque massive des Capitals de Washington l'an prochain. Penses-tu que les Capitals lui souhaiteraient la bienvenue dès cette année en vue de la série contre Boston? Tire dans le coin, c'est perdu par Holik. Au jeu de Biakin, là, qui a perdu son casque protecteur. Tire le long de la rampe de Bozik, le défenseur vers Jagr, qui a été surpris par Goussarov, qui lui a fait perdre le disque par derrière. Bacha maintenant vers Jagr, derrière à Holik. Holik qui s'avance, le tir qui rate la cible, un peu trop. Bozik maintenant le défenseur qui repousse. Goussarov qui perd le disque. Là, c'est Reichel qui a voulu surprendre, mais son tir a été intercepté par Fyodorov qui remet à Bouret vers Kravchuk, mais beau jeu encore du défenseur Bacha. T'as vu que les Soviétiques aiment bien envoyer un défenseur appuyer l'attaque. Appuyer l'attaque, là, et c'était très dangereux. C'est Kravchuk qui a le disque. C'est plutôt Goussarov. Goussarov qui, le long de la rampe, perd à Reichel. Disque libre en territoire neutre et c'est repris par Staviana. Il remet derrière à Bacha. Bacha est surveillé par Priakin, par la rampe vers Seager. Lui, autoprise avec Ristic, remet à Haschak. Haschak, petite passe vers Bacha, qui revient sur ses pas. La Priakin exécute du très bel échec avant. Haschak maintenant. Passe derrière à son défenseur Staviana. Attire vers lui Makarov. Staviana qui manœuvre bien. C'est un défenseur très fiable que celui-là. Sherban maintenant. Aux prises avec Priakin, beau jeu. On veut dégager, mais c'est raté. Tir de Malahov et c'est bloqué par Hasek, qui remet tout de suite à Haschak. Finalement, au centre, c'est Konstantinov qui reprend. Il n'y a aucune équipe qui veut ouvrir le jeu, Yvon. Non, on est extrêmement prudent, mais là, les Soviétiques augmentent la pression et il y aura la première pénalité du match à Staviana pour son geste à l'endroit de Ristic.
Vous écoutez le championnat mondial de hockey 90. Alors donc, pénalité à Staviana, 2 minutes pour avoir accroché à 13 minutes et 18 secondes. Et Pierre, en supériorité numérique, les Soviétiques occupent le 4e rang dans le tournoi avec une moyenne d'efficacité de 14,53. Les Tchécoslovaques, ça a été désastreux en infériorité numérique. Ils occupent le 6e rang. Et c'est Lubina qui a réussi un premier dégagement et qui repousse l'URSS loin dans son territoire. C'est la relance de l'attaque avec Romutov. Passe vers Bykov. Bykov par la patinoire, c'est bloqué par le gardien Hachek qui décide d'immobiliser parce qu'il a vu Romutov arriver très rapidement. Et dans les rencontres internationales, Pierre, on voit que les arbitres n'hésitent pas à arrêter le jeu lorsque le gardien quitte son filet pour aller immobiliser le disque, même à l'extérieur de son rectangle. Ce sera un ajustement que devra apporter Hachek dans la Ligue nationale. Oui, parce qu'on fait tout pour ne pas arrêter le jeu dans la Ligue nationale. Il pourrait même avoir pénalité. C'est à la discrétion de l'arbitre, ça, la pénalité pour retarder le match inutilement. Tatarinov, un tir qui a dévié devant Hachek, mais il a réussi à repousser derrière lui. Romutov maintenant. Surveille du coin de l'œil, prudemment, passe vers Tatarinov, à Fetisov. Fetisov vers Tatarinov qui s'avance, a fait une feinte, remet à Fetisov un tir frappé qui rate la cible. Bykov maintenant, derrière le filet, surveillé par Prochatska. Bykov, longue passe pour Fetisov, tir frappé que Fetisov a voulu voir Kamienski dévier, mais ça a été raté par lui et c'est Prochatska qui a bien failli s'échapper là-dessus. Et Lubina maintenant qui cause toutes sortes de problèmes à Kamienski. Longue passe de Kamienski vers Romutov. Romutov derrière à Tatarinov vers Romutov. Romutov s'avance. Longue passe vers Fetisov. Un tir, et c'est une belle glissade de Lubina. Et ça devient un dégagement jusqu'en territoire neutre par le fait de mer. Beaucoup de discipline chez les Tchécoslovaques. Le rectangle défensif était à point. Et un joueur qui fait une chute. Tatarinov vers Romutov, c'est raté par lui. Fetisov reprend. Aux prises avec Batcha, beau jeu de Batcha et c'est la sortie de Dolezal. Et Dolezal, lui, qui en profite pour gagner de précieuses secondes et repousse en territoire soviétique. Il reste 20 secondes encore à la pénalité aux Tchécoslovaques. Nemchinov a perdu le disque. Batcha, le clou le long de la rampe. La Semak a voulu le reprendre des mains de Bozik. Ça devient une passe à Tatarinov qui remet devant lui. Davidov cherche l'ouverture, laisse derrière à Nemchinov. Nemchinov derrière à Davidov, vers Nemchinov. Pénalité terminée, maintenant on joue à armes égales. Nemchinov toujours, un tir qui se retrouve derrière le filet, c'est repris par Davidov. Mais celui-ci a été mis en échec. Staviana a voulu faire une passe à Reichel, mais c'était trop haut et les Soviétiques sont repoussés dans leur territoire. Il reste 4 minutes, 20 secondes à faire en première période. De l'excellent travail effectué par les Tchécoslovaques dans leur territoire en infériorité numérique. Il n'y a pas eu un tir dangereux sur Hachek de cette supériorité numérique. Kousarov remet à Kravchuk. Kravchuk qui voit l'ouverture, s'avance au centre. Kravchuk tire de loin. Hachek a capté le disque, laisse à Sherban, son défenseur, vers Haschak. Haschak à Seeger. Seeger mise en échec, c'est repris par Haschak. Remet à Kron qui repousse son territoire soviétique. Où c'est repris par Kravchuk vers Davidov, mais celui-ci laisse le disque poursuivre sa route et c'est Sherban qui va le reprendre. Sherban en contre-attaque, arrive au centre, attendu à la ligne bleue par au moins 4 joueurs. Là c'est Konstantinov par le patin vers Biakin pour Davidov, mais c'est perdu par lui. Là, Kron repousse en territoire soviétique et Konstantinov qui a accueilli Kron durement avec les coudes très élevés, sera chassé pour 2 minutes. Ça ne laissait aucun doute. L'intervention du défenseur soviétique, regardez bien le coup de poing qu'il va servir à son rival. Et voilà. Donc, ça va permettre maintenant aux Tchécoslovaques de faire appel à leur attaque massive. Tu te rappelles Craig Ludwig quand il avait accueilli Trent Yarney? Oui. Il avait été d'ailleurs suspendu pour 5 matchs, suite à ce geste. Alors donc, il lui a servi un coup de coude, Pierre Konstantinov. Il est chassé à 16 minutes 38 secondes. Konstantinov qui, avant le match contre le Canada, n'avait pas été beaucoup puni compte tenu de sa grandeur et de sa force. Mais contre le Canada, il a eu 3 pénalités mineures. Et en voilà une autre pour lui. Donc, supériorité numérique au chapitre des statistiques, Yvon. 3e rang, les Tchécoslovaques, avec une moyenne d'efficacité de 14,80. Les Soviétiques sont premiers en infériorité numérique. Hostak, Lubina.
et Dolana sont là. Les arrières sont Prochatska et Kadlec. Prochatska, longue passe. Le disque lui revient. Tir frappé qui rate la cible. Et le filet est ouvert pour Dolana, mais il n'a jamais réussi à tirer. Il a voulu faire trop vite. Il a voulu faire trop vite. Quelle chance ratée par les Tchécoslovaques. Prochatska maintenant. Tire de loin. C'est Irbe qui capte facilement. Laisse à Tatarinov. Au centre maintenant, c'est Makarov. En contre-attaque, Makarov devant Bozic veut le déjouer. Perd le disque lorsque Bachal repousse. Et c'est repris par Bozic, le défenseur. Vers Hrdina. Hrdina, longue passe pour Dolazal, surveillé par Tatarinov qui lui fait perdre le disque. C'est Fetisov qui va le récupérer le long de la rampe. Et Fetisov a voulu dégager au centre. C'est presque une échappée de Biakin et la sortie dangereuse de Hachek. Oh, il a réussi à toucher un disque, heureusement. C'est toute la défensive de la Tchécoslovaquie qui sommeillait là-dessus. Et là, on revient en territoire tchécoslovaque. Il reste 42 secondes avant le retour de Konstantinov. T'as vu, on apporte déjà un troisième changement en supériorité numérique. C'est le trio des jeunes maintenant. Reichel qui s'avance devant Kravchuk. Tire du revers par l'arrière du filet pour Olik. Surveillé par Goussarov. Disque libre de long de la rampe. Finalement, c'est Sherban qui vient prêter main forte à l'attaque. Tire de Jagr dans le coin pour Reichel. Reichel a voulu passer à Staviana, mais le disque est sautillant. C'est repris par Jagr. Jagr vers Holik. Et là, on a voulu passer par derrière, mais le disque s'est retrouvé jusqu'au gardien Hachek. La pénalité sera terminée dans 5 secondes maintenant. Les Soviétiques n'ont accordé que 3 buts en 72 minutes en infériorité numérique. Imagine. Pénalité terminée. Jagr a fait une chute devant Kravchuk et il entraîne le disque sous son poids. Et c'est pourquoi donc il y a arrêt de jeu. Pousse devant lui, disque libre. C'est Konstantinov qui le récupère. Passe du revers. C'est Davidov là qui, ou plutôt Semak qui a fait une chute. Davidov qui s'avance. Derrière à Semak. Semak est retenu par Prochatska, mais belle manœuvre, reprend le disque. Devant le filet pour Nemchinov qui rate son tir. Là vers Davidov. Plaqué par Prochatska. C'est Siger qui reprend. Siger passe vers Haschak. Haschak attire Nemchinov vers lui. Doit se méfier cependant. Tire par la rampe. C'est Davidov qui est là le premier. Perd le disque cependant et c'est Krohn qui le reprend. Krohn, mauvaise passe, touché par Fetisov là. Haschak a voulu reprendre, surveillé par Malahov. Et là, dans le coin de la patinoire, il y a 4 joueurs qui tentent de prendre le disque. Krohn y a touché, mais c'est Semak qui le reprend. Et Semak pousse tout simplement du revers un peu plus loin. Il reste 19 secondes à faire en première période. Mise en échec sévère à l'endroit de Bozic, qui repousse plus loin vers Haschak, mais Tatarinov est là le premier. C'est Davidov qui récupère. 8 secondes encore. Et on va tout simplement laisser écouler les quelques secondes qui restent en première période. Alors, du jeu extrêmement serré, Yvon. On n'a pas voulu ouvrir la machine de part et d'autre. Je pense que le réseau défensif de chacune des deux équipes, Pierre, a été efficace. J'ai été impressionné cependant par le plan de match de la Tchécoslovaquie. Les défenseurs ont bien travaillé. On concède à l'Union soviétique son attaque, mais on s'est interrogé à savoir s'il est éligible à pouvoir participer aux séries éliminatoires qui se déroulent actuellement. On sait que Washington affrontera Boston à partir de demain soir. Et selon les informations qu'on a pu obtenir à gauche et à droite, effectivement, Tatarinov sera dans l'avion demain qui emmènera le joueur soviétique à Boston. Eh bien. Donc, il va se joindre aux Capitals au cours des prochaines heures. Et là, l'arbitre est en train de discuter avec Jiri Hrdina. Il fait signe qu'il devrait être sur la patinoire depuis déjà un bout de temps. Est-ce qu'il y aura pénalité? Enfin, on verra. Oui, l'arbitre est tout près du banc des Tchécoslovaques. Il veut parler à Pavel de la Tchécoslovaquie et il lui a sûrement dit que la prochaine fois, ça va vous coûter 2 minutes. Exactement, et c'est ce qu'il a très bien indiqué avec un geste. Alors je pense qu'il aurait dû sévir néanmoins. Oui. Alors c'est 0-0. Un match nul suffit aux Tchécoslovaques pour gagner la médaille d'or. La Tchécoslovaque, à l'URSS plutôt, oui. Les Tchécoslovaques doivent absolument gagner cette rencontre. C'est Krohn qui remet par l'arrière du filet vers Sherban, via le gardien Hachek, intercepté par Malahov. Là, vers Kamienski, mais c'est Staviana qui était là le premier. Vers le disque, Kamienski remet derrière, Bikov qui a raté son tir. Et là, Homutov qui tire et c'est bloqué par Hachek. Dégagement intercepté par Konstantinov vers Bikov.
Bykov vers Kamienski qui perd le disque. Krohn qui vient le mettre en échec. Passe de Kamienski vers Romutov. Disque sautillant devant le filet. Et Hachek a réussi à immobiliser de façon miraculeuse devant Bykov. Encore une fois, on a pu se rendre compte à quel point il est rapide, ce Hachek. Une rondelle égarée devant son filet. Il l'a saisi, arrête le jeu, demande à ses coéquipiers, on va se regrouper. C'est ce qu'il faut faire contre l'Union soviétique. On brise un peu le rythme alors de la formation de Tikhonov. Lorsqu'on peut briser ce rythme-là, bien les Soviétiques ont beaucoup de difficultés à s'organiser. Alors les Soviétiques qui reviennent avec le trio de Semak, c'est un peu le trio défensif contre celui de Hostak, Dominique Hostak, ou Martin Hostak plutôt, qui est revenu dans le match. Il a été blessé, il a participé à seulement 3 matchs avant celui d'aujourd'hui dans le tournoi. Kadlec. Là, c'est Dolana qui rate la passe. Bouscule Nemchinov. Passe de Semak, c'est intercepté par Prochatska vers Dolana, mais c'est trop long pour lui. Tatarinov va toucher au disque et c'est refusé à l'équipe tchécoslovaque. Il y a 1 minute 1 seconde d'écoulée en deuxième période. Encore une fois, Pierre, c'est la prudence qui domine d'un côté comme de l'autre. On va voir si les entraîneurs ont apporté des ajustements à leur plan de match. J'en doute très fort du côté de la Tchécoslovaquie. Pour Viktor Tikhonov, il doit nécessairement imposer le rythme. Son attaque doit vraiment prendre le dessus sur la défensive de la Tchécoslovaquie. Sinon, bien, des fois, une erreur peut survenir au cours d'une période. Les Tchécoslovaques peuvent marquer un but. Et là, bien, ça change complètement la situation. Et même si Viktor Tikhonov a l'avantage de choisir le dernier, ses trios, on a vu qu'il reste avec, constamment avec ses trios. Il y a des changements très nombreux chez les Tchécoslovaques. Très rapides. Davidov, là, qui est mis en échec par Bozik. Ardina est bousculé à son tour. Jelinek est là. Fetisov également. Là, c'est Semak qui repousse. Il a voulu faire dévier. Nemchinov s'avance et bel arrêt de Hachek encore. Et là, le filet qui quitte ses amarres. L'expérience de Batcha. Oui, Batcha qui a mis un terme au jeu. Mais encore une fois, tu as vu à quel point Hachek couvre beaucoup devant son filet. Tout d'abord, il a tenté d'harponner le joueur de la Tchécoslovaquie, de l'Union soviétique, et il a réussi néanmoins à toucher au disque. Et par la suite, bien, le jeu s'est déroulé dans le coin de la patinoire. Tu as vu que le disque s'est libéré. Revoyons d'un autre angle. Voilà, c'est un tir qui venait du point d'appui, Pierre. Et regardez le travail de Hachek. Il est grand. Il va utiliser son bâton pour harponner son rival et ainsi empêcher les Soviétiques d'obtenir une meilleure chance de marquer. Les Soviétiques qui sont menaçants en début de deuxième période. Le jeu se porte en territoire tchécoslovaque constamment. Un tir qui a dévié à la droite de Hachek. Goussarov maintenant, ça devient une passe vers Bourré, mais c'est perdu par lui. Et contre-attaque de Robert Olik, mais qui perd le disque à Fyodorov. Qui renvoie les Tchécoslovaques dans leur territoire. Là, le disque est libre, c'est Goussarov qui intercepte. Belle passe. Et là, une passe de trop vers Goussarov, c'était celle de Fyodorov. Là, devant le filet, c'est intercepté par Jagger qui perd le disque cependant. Stabiana vient surveiller autour du gardien Hachek qui quitte son filet et qui immobilise. On s'aperçoit que du côté des Soviétiques, maintenant, les passes sont plus précises. On semble imposer à la défense de la Tchécoslovaquie une pression constante, Pierre. Et là, bien, on force l'adversaire à ce moment-là à commettre des erreurs. Tu as vu la mauvaise sortie de zone qui a été effectuée, l'interception de Goussarov, et ça a bien failli procurer une belle chance de marquer. Fyodorov lui a fait une passe de trop, comme tu l'as mentionné, parce qu'il aurait pu obtenir une très bonne chance de marquer avec un tir au filet. Oui. Trio de Ristic pour l'URSS contre celui de Haschak pour la Tchécoslovaquie. 0-0 toujours. Là, on a bougé un peu trop rapidement. On devra reprendre la mise en jeu. C'est Prochatska qui a fait une chute. Il faut dire qu'il fait très chaud au Allmannstadion et la surface glacée est en mauvais état. Krohn maintenant. Devant Malahov, revient sur ses pas, remet du revers vers Seeger. Finalement, c'est Haschak qui reprend, bousculé. Konstantinov par la rampe pour Priakin, mais Kadlec était là le premier, le défenseur. Disque libre toujours et finalement repris par Malahov. Malahov au centre de Priakin ou de Ristic plutôt vers Makarov, vers Ristic. Au disque libre devant Hachek. Un tir là qui dévie sur un patin et qui a bien failli surprendre le gardien tchécoslovaque et le disque se retrouve maintenant chez les spectateurs. Et ça, c'est un lancer délibéré chez le public. Oui. Bonne stratégie parce que ici les officiels ne tiennent pas compte de ce genre d'infraction. Alors on semblait cafouiller chez les Tchécoslovaques. Encore une fois, ça a été l'incursion de Makarov.
Et à ce moment-là, Seeger, lui, a perdu l'équilibre, donc ça a créé une ouverture. Regardez Priakin qui va se diriger vers le filet, et ensuite, là, une rondelle bondissante. Finalement, on a décidé de lancer ça chez les spectateurs. Viktor Tikhonov, 61 ans. Et lui, il répond aux critiques actuellement. Il porte encore l'imperméable, le par-dessus. En Union soviétique, il a dit que la perestroïka a bien fait que on lui tombe dessus à bras raccourcis. Voilà, c'est un tir qui a été raté et c'est Hachek qui a volé le disque, littéralement. Passe maintenant à Tatarinov, vers Fetisov qui s'avance. Belle passe. Là, c'est Romutov vers Bikov qui touche le poteau. En trébuchant. T'as vu, ils vont... Oui. Là, c'est Kamienski qui est repoussé par Bozik, reprend le disque, rate sa passe. Bozik qui le cloue le long de la rampe et on doit dégager jusqu'au centre. Eh bien, ce trio peut exploser à tout moment, celui de Bikov, Kamienski et Romutov. Et c'est encore une contre-attaque vers Romutov qui s'avance. Et là, on le fait trébucher, il n'y a pas de pénalité. C'était une mise en échec très légale de Bozik. Et le gardien Hachek a encore quitté son filet pour immobiliser loin à l'extérieur. Alors, encore une fois, c'est Bikov qui a raté une chance inouïe. Revoyons le jeu. Tout ça s'est déroulé dans le territoire de la Tchécoslovaquie, tout près du filet de Hachek. Et là, Hachek qui va venir mettre un terme à tout ça. Mais quelle chance il a raté, Bikov. Et tu parlais de ce trio. J'observe M. Léger et Gauthier, mais des Nordiques qui doivent rêver parce que ces trois joueurs-là appartiennent aux Nordiques, Pierre. Eh bien, oui, ils doivent rêver, en effet. Goussarov, un tir sec et sans avertissement que repousse Hachek, mais il y aura encore mise en jeu puisque celui-ci a gardé le disque suffisamment longtemps. Pierre Gauthier, qui sera d'ailleurs un de nos invités lors du deuxième match de notre programme double. Programme double que nous vous présentons aujourd'hui, le match de la médaille d'or, celui-ci, et un peu plus tard, le Canada contre la Suède pour la médaille de bronze. Deux équipes qui ont bien des choses à se faire pardonner, Yvon. Le Canada et la Suède. Ah oui. Kravchuk, surveillé par Jelinek, laisse derrière à Goussarov par la rampe. Pour Davidov, c'est perdu. Staviana reprend. Staviana a voulu remettre derrière, mais c'est Semak qui était là et qui a repris le disque. À Kravchuk. Kravchuk qui revient sur ses pas, bien surveillé par son vis-à-vis. Kravchuk qui reprend, arrive au centre, passe vers Semak. Semak qui s'avance bien, tire frappé, bel arrêt de Hachek. Là, c'est Chipas vers Hrdina pour Dolezal. Dolezal qui surveille Hrdina du coin de l'œil, mais sa passe a touché le patin de Kravchuk. Et le disque est repris par Semak derrière son filet. Semak vers Pavel Bure. Bure devant Kadlec. Bure s'avance bien. Quelle belle manœuvre. Tire du revers pour Semak. Semak qui veut remettre devant. Biakin rate le disque. Et c'est repris par les Tchécoslovaques. La passe revient à Hrdina. Tire de loin qui touche un patin. Celui de Malahov. Et c'est lui qui pousse vers Pavel Bure. Bure, surveillé par Reichel, a réussi à éviter la mise en échec. Fyoderov qui renvoie plus loin. Biakin a voulu intercepter, mais le gardien Hachek là est plus rapide que lui. Mais Biakin va reprendre néanmoins. Passe vers Malahov. Malahov s'avance bien. Oh là, il a raté sa passe lorsque le disque a touché Kadlec. Beau jeu du défenseur tchécoslovaque. Et un autre tir de Malahov qui rate la cible. Là, c'est Konstantinov qui reprend le disque. Réussit à le garder à l'intérieur du territoire tchécoslovaque. Malahov maintenant veut passer plus loin. C'est Biakin qui est devant Prochatska. Disque libre et c'est immobilisé par Dominique Hachek. Il y aura pénalité à Prochatska. C'est le championnat mondial de hockey 90 au réseau des sports. Pénalité donc à Prochatska pour avoir donné du coude derrière le filet de Hachek. Les Soviétiques qui travaillent avec beaucoup plus d'intensité depuis le début de la deuxième période pourraient bien profiter de cette opportunité-là maintenant. Viktor Tikhonov aimerait bien voir les siens prendre les devants. C'est le trio de Ristic qui est là. Là, le disque est perdu par Fetisov et Tatarinov plutôt, et on doit revenir en territoire de l'URSS. Fetisov devant son filet organise cette nouvelle attaque vers Ristic. C'est raté par lui dans le coin de la patinoire. Le gardien Hachek quitte encore son filet et immobilise. C'est une manœuvre qui le sert bien jusqu'à maintenant. Mais comme tu l'as dit, il devra changer un peu sa stratégie dans la Ligue nationale l'an prochain. Dans la Ligue nationale, ce n'est pas permis, Pierre. Et lui, Hachek, il est un peu le quart arrière de cette équipe de la Tchécoslovaquie parce qu'il brise le rythme des Soviétiques. C'est un peu la stratégie des Tchécoslovaques.
Et les Soviétiques, cependant, reprennent un petit peu de leur intensité. Donc, on verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire pendant cette supériorité numérique. Là, c'est Tatarinov qui reprend le disque. Tatarinov, belle manœuvre. Il a fait une petite feinte devant Hatchak. Tir de Fetisov. L'arrêt de Hachek. Et il réussit encore à immobiliser sous son poids. Et il y avait beaucoup de circulation devant lui cette fois. Hachek est un gardien de but. Il est grand, 6 pieds 3 pouces. Et on va l'observer. Il couvre très bien ses angles, Pierre. Lorsqu'il y a un tir qui est effectué du point d'appui, il va mettre ses talons sur le rectangle, la ligne avant du rectangle, question de bien couvrir les angles. Et il n'accorde pas beaucoup de retour. Et lorsqu'on le fait depuis le début du match, les défenseurs vont libérer le devant du territoire, mais rarement il va accorder un retour de lancer. Il reste 1 minute 31 secondes avant le retour de Prochatzka. Lui, c'est un défenseur qu'on utilise souvent en infériorité numérique, donc il manque un élément important chez les Tchécoslovaques. On retrouve Staviana en défense, bien sûr, avec Sherban, 2 autres vétérans. C'est Fetisov qui reprend. Déplacement latéral, belle passe du revers vers Makarov. Makarov surveille du coin de l'œil. Remet derrière à Ristic. Vers Fetisov. Fetisov vers Priakin. Priakin laisse derrière à Makarov vers Fetisov. À Tatarinov. Tatarinov qui remet devant le filet pour Priakin. Là, c'est Makarov qui tire et encore Hachek qui le prive d'un but. Et Hachek a remis tout de suite à son coéquipier qui a complété le dégagement. C'était la manœuvre de Hostak. Et là, au centre, c'est Bikov qui s'échappe. Le tir et le but! Eh bien là, on a apprécié comment les Soviétiques ont utilisé la position de leur banc. Parce qu'au moment où les Tchécoslovaques tentaient, eux, de reprendre leur synchronisme, il y a eu cette passe rapide. Bikov venait de quitter le banc de son équipe, longeait la ligne bleue et on lui a servi une passe parfaite. Et même Hachek, à mon avis, n'était pas tout à fait prêt. Il a été le gars le plus surpris au monde de voir arriver Bikov seul devant lui. Alors, c'est un but marqué en supériorité numérique. L'URSS qui prend les devants 1-0. Il y a 6 minutes 8 secondes d'écoulées en deuxième période. Alors, c'est un but qui va sûrement stimuler l'URSS. Parce qu'avec un match aussi serré, quand on marque le premier but, ça peut être un facteur déterminant. Un troisième but en championnat mondial pour Bikov. Là, c'est Kamienski qui s'avance. Kamienski fait trébucher Kadlec. Prochatzka, lui, veut remettre par la rampe, mais il est stoppé par Khomutov qui remet derrière lui. Là, Kamienski a fait une chute. Kadlec remet au centre. Il s'est capté par Reichel. Reichel vers Holik. Le tir devant le filet, c'est raté de justesse. C'est Jagr qui a bien failli faire dévier. Et là, le filet est sorti de ses amarres et c'est le sifflet de l'arbitre. Belle chance ratée par les Tchécoslovaques. Alors, on revoit ici cette poussée des Tchécoslovaques. Vous avez 4 chandails blancs dans le territoire de l'Union soviétique. La pression était forte. Et 2 joueurs tout près du gardien de but, Irbe. Regardez comment le tout s'est déroulé. Et on attaque avec beaucoup de force. Et tout près, là, il y a eu l'intervention de Jagr qui a bien failli saisir le retour. Et le défenseur Prochatzka également qui s'est apporté en attaque. Mais tu as vu le beau jeu de Holik. Il a fait cette passe parfaite entre le défenseur, enfin pour déjouer le défenseur. Et le gardien Irbe a été solide là-dessus. Goussarov derrière son filet. C'est Kamienski maintenant qui est mis en échec. Disque repoussé derrière de Bikov vers Kamienski. Interception de Holik. Holik s'avance, tire, mais c'est bloqué par Goussarov et Holik a fait une chute par la suite. Par la rampe maintenant, on doit rentrer au centre. C'est Bozik qui a le disque. Bozik surveillé par Kamienski. Le disque est repoussé en territoire soviétique où c'est repris par Goussarov. Vers Kravchuk. Kravchuk tire dans le coin de la patinoire pour Khomutov. Surveillé par Bacha. Khomutov a tout simplement oublié le disque. Oui. Et c'est la contre-attaque maintenant. Reichel jusqu'au gardien Irbe qui lui-même dégage son territoire et qui renvoie au centre. Irbe aurait pu provoquer une pénalité chez les Tchécoslovaques pour trop d'hommes sur la patinoire parce qu'il y avait des changements.
Bien, nous nous excusons, mesdames, messieurs, de cette panne de son là, qui nous arrive subitement de la Suisse. Évidemment, il faut comprendre qu'avec les distances et tout ce monde des communications, ce sont des choses qui peuvent parfois arriver. Donc, à ce moment-là, bien, nous allons tenter, nous, ici, du studio, de vous décrire le plus fidèlement possible l'action qui se déroule toujours à Berne, en Suisse, entre ces deux formations pour, on le sait, rappelons-le, la médaille d'or. Donc, rappelons également que le pointage est actuellement de 1-0 pour l'Union soviétique grâce au but de Bykov qui a été marqué au cours des dernières minutes. Et Pierre, bien, de ce que l'on a vu jusqu'ici, bien de retour à l'action et toujours en direct de Berne en Suisse. Naturellement, rappelons pour le bénéfice de nos auditeurs que pour le moment, nous avons perdu tout contact sonore avec nos animateurs là-bas, Pierre Houd et Yvon Penneau. Donc 1-0 toujours pour la formation soviétique. Et comme on le disait, Pierre, qu'est-ce qu'on a remarqué peut-être de différent au cours de la deuxième période si l'on compare avec le premier 20? Bien, les Soviétiques ont pressé le pas en deuxième période. Ils ont attaqué davantage, mais les Tchèques, tout comme en première période, ont été très patients, très disciplinés dans leur zone. Quelques erreurs, une entre autres qui a amené une punition qui finalement a donné le but des Soviétiques. Et on sait que lors du tournoi préliminaire, les Tchèques, lors des désavantages numériques, n'avaient pas été la meilleure des équipes, 7e rang au total. Mais avec maintenant cette priorité d'un but du côté des Soviétiques, est-ce que ça pourrait forcer la main un peu des Tchécoslovaques là, pour tenter peut-être d'y aller d'une attaque plus soutenue que d'attendre la contre-attaque comme telle? Mais ils doivent continuer d'être patients parce que si on parle d'habilité technique, et les deux équipes exercent un style semblable, eh bien, les Soviétiques sont supérieurs. Alors, si on rouvre le jeu, on peut se retrouver dans une situation comme ça avait été le cas contre le Canada, où les Soviétiques peuvent marquer des buts. Lorsqu'on ouvre contre eux, c'est très dangereux. Pendant que Makarov était on le connaît bien, celui-là. Il est facile à identifier puisque tout au cours de l'hiver, on a eu l'occasion de le voir travailler avec les Flames de Calgary. Et là, bien, étant donné l'élimination rapide de sa formation, des séries de la Coupe Stanley, Makarov qui est retourné dans son pays et qui porte à nouveau les couleurs de la formation soviétique, qui est puni à 10 minutes et 2 secondes. Alors, c'est la deuxième fois dans le match que les Tchèques auront l'occasion de lancer leur attaque à 5. La dernière fois, n'avaient pas obtenu de lancer contre le gardien Irbe. Les Soviétiques sont très agressifs lorsqu'ils tuent une punition. Ils ont même des occasions de marquer. On voit, c'est un... Et là, tout de suite, eh bien, ce sera un avantage numérique très court du côté des Tchécoslovaques, ou du moins, où est-ce qu'il y aura une autre pénalité? Attendons voir. Naturellement, pour nous, ici, c'est difficile de vous décrire l'ensemble de ce qui se passe sur la patinoire, mais là, effectivement, il y aura... Pris pour avoir accroché un Soviétique. Et lorsqu'on parlait de l'agressivité en désavantage numérique des Soviétiques, tu as vu, immédiatement, ils ont la rondelle, ne la lancent pas de l'autre bout, la garder, tenter de faire un jeu, même en désavantage numérique, ce qui a forcé Baka de l'accrocher. En fait, la grande force de l'Union soviétique au cours des ans, ce qu'ils ont développé, ce qu'on a découvert d'eux, c'est le contrôle justement de la rondelle, et je crois que c'est l'élément le plus important. Donc, Baka qui est puni dans 10 minutes et 13 secondes, donc l'avantage numérique des Tchécoslovaques n'aura duré en fait que quelques secondes. Mais là, Pierre, on y va avec des forces réduites de chaque côté, c'est bien 4-4, c'est pas comme en fait, national, on ne joue pas à 4-4 parce que... À moins qu'il y ait une situation comme celle qui se présente, c'est ça. Effectivement. Donc, des forces réduites, ce qui veut dire beaucoup d'espace sur la patinoire avec justement ce plan de glace que l'on retrouve en Europe qui est immense, du moins si l'on compare avec plusieurs de nos patinoires canadiennes ou du moins dans la Ligue nationale. Oui. Pendant qu'on voit Baka au banc des punitions, très mauvaise punition. À 150 pieds son gardien de but, même si le joueur soviétique avait la rondelle, même si il aurait tué quelques secondes au désavantage, l'entraîneur de l'équipe tchécoslovaque, Pavel Vol, ne doit pas être fier de son joueur. Et on l'a vu sur la reprise, il a pointé la lame de son bâton vers la poitrine en fait du joueur adverse, ce qui, à toute fin pratique, amenait une pénalité, effectivement. Irbe, jeune gardien de but soviétique qui domine la scène justement chez les gardiens de but jusqu'ici dans ce tournoi. En fait, si l'on regarde la fiche défensive des Soviétiques, ils n'ont alloué que 12 buts dans la ronde préliminaire et un seul jusqu'ici en quasiment 8 périodes de jeu dans la ronde des médailles. Et nous, dans les matchs qu'on a vus, si on fait exception du premier match contre le Canada, alors qu'il avait été occupé principalement contre Steve Eiserman, et bien dans les autres matchs, il n'a pas eu tellement de travail, Arthur Irbe. Donc, c'est un Nemchinov qui contrôlait du côté des Soviétiques, mais là, on quitte... Voilà, on nous indique maintenant que tout revient à la normale concernant la partie sonore de notre reportage. Nous retournons en Suisse en compagnie des bons soins de Pierre Houd et Yvon Penneau. A raté le disque. Reichel maintenant. Belle chance pour les Tchécoslovaques là. Un tir frappé de Sherban, c'est repoussé par Irbe. Et il n'y avait personne de l'autre côté. On joue à 4 contre 4 évidemment.
Là, c'est Semak qui s'avance. Oh, bel arrêt de Hachek qui a réussi à faire dévier à sa droite. Semak surveillé par Sherban. Immobilisation le long de la rampe. Le disque est toujours libre cependant. C'est Biakin qui le reprend. Surveillé par Staviana. Là, c'est Reichel qui veut reprendre. Mise en échec par Biakin. Ça me rappelle un peu Ragouline, Biakin. Tu te rappelles, hein? C'est à peu près le même genre de joueur. Trapu, très court. Et je me demande s'il n'a pas le même numéro. Est-ce qu'il n'avait pas 6 Ragouline? 6 ou 5. Je sais pas, enfin. Il y aura sûrement... 5 Celsius. Il y aura sûrement des auditeurs du réseau des sports qui ont de la mémoire et qui vont se rappeler de son numéro. Là, c'est Haschak qui s'avance. Haschak devant Fetisov. Remet devant le filet. Là, c'est Prochaska qui tire, qui rate la cible. Oh, belle chance ratée par les Tchécoslovaques. Et c'est supériorité numérique pour 1 seconde. Terminé maintenant, donc on joue à 5 contre 5. Et là, c'est Biakin qui a rencontré Batcha sur son chemin. Seeger qui veut remettre plus loin, c'est Haschak qui reprend. Et là, on rentre en défense. C'est Batcha qui laisse derrière à Kadlec. Vers Batcha, Prochaska. Surveille du coin de l'œil, cherche un coéquipier, s'avance. Petite passe vers Seeger. Mise en échec par Fetisov. Disque libre et repris habilement par Fetisov. Longue passe au centre. C'est Biakin qui s'avance. Du revers pour Fyoderov. Fyoderov veut remettre devant le filet, mais c'est l'interception de Dolana qui s'avance devant Goussarov. Belle feinte. Voilà, Dolana a voulu tirer des poignets, mais a perdu le disque. Dolana remet par la rampe vers Haschak. Haschak surveillé, plaqué par Omutov. Là, Dolana s'en mêle et finalement le disque est repoussé jusqu'au défenseur. Bozic devant le filet, Lubina n'a pu faire dévier. Et c'est lui qui reprend. Derrière à Batcha, un tir qui a touché un vis-à-vis. Et c'est Omutov qui va reprendre avec Tatarinov. Omutov surveille bien, passe devant son filet. Les tirs au but jusqu'à maintenant 19 contre 9 en faveur de l'URSS. Tatarinov tire qui touche le bâton de Bozic et qui se retrouve loin chez les spectateurs. Ce match de hockey vous parvient directement du Allmennstadion de Berne. Le long de la rampe dans le territoire soviétique, il y aura mise en jeu. On nous signale, Yvon, qu'on a eu de petits problèmes de son et que nos collègues Denis Caron et Pierre Ladouceur ont pris la relève, comme on dit. Ils ont pris le flambeau dans le studio à Montréal. Alors, on avait parlé de Ragouline. Merci à nos deux camarades. On peut vous rappeler cependant que le but des Soviétiques est appartient à Bykov, son 3e du tournoi avec l'aide de Tatarinov à 6 minutes 8 secondes, but marqué en supériorité numérique. Goussarov a bien failli perdre le disque et c'est fait maintenant par Dolezal, mais là c'est lui qui reprend, passe au centre à Priakin. Priakin surveillé par Sherban. Priakin fait une chute et c'est Sherban qui reprend. Et la d'autres alternatives est de dégager jusqu'en territoire de l'URSS. C'est Kravchuk qui rejoint Ristich du revers. Et là, le disque est encore repoussé jusqu'à l'autre bout. Hachek qui passe du revers vers Staviana. Staviana, c'est un peu trop long pour Herdina. C'est Makarov qui a fait une belle passe à Ristich, mais le disque est perdu par lui. Passe maintenant qui revient à Staviana. Et il y a en jeu, il y a 2 joueurs qui ont précédé Jelinek en territoire soviétique. Les Soviétiques qui travaillent bien lorsqu'ils ont une priorité d'un but, Pierre, tu vois, ils ne commettent pas tellement d'erreurs dans leur territoire. Irbe n'a pas été menacé du tout depuis le début de la rencontre, pour le préciser. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la supériorité des Soviétiques. Ils savent travailler selon le pointage, selon les circonstances. Ils ont appliqué de la pression dès le début de la 2e période avec 3 joueurs dans l'enclave plus souvent qu'autrement, alors qu'on aperçoit Victor Tikhonov, lui, qui multiplie les conseils et parfois il va un peu trop. Et là, c'est Priakin qui en reçoit pour son rhume. Tantôt, c'était Ristich. Il a engueulé Ristich pendant au moins 1 minute. Là, c'est Hachek qui a fait dévier, mais c'est Nemchinov qui reprend. Belle manœuvre aux prises avec Prochaska. Le disque revient à Jaromir Jagr. Jagr qui arrive au centre. Jagr en pleine accélération perd le disque et c'est intercepté par Semak. Longue passe de Semak vers Nemchinov. Devant Prochaska, remet devant, mais c'est raté par Davidov. C'est Davidov qui touche au disque. Remet derrière vers Nemchinov. Surveillé par Prochaska et c'est la passe de Kadlec maintenant. Jusqu'à Reichel, c'est perdu. Jagr reprise avec Davidov. Il n'y a pas 1 centimètre qui est concédé aux Tchécoslovaques. Toujours un joueur de l'Union soviétique, Pierre, sur le porteur du disque. Là, c'est Holik qui a voulu rejoindre Reichel, mais Malahov a intercepté. Remet tout simplement à Biakin. Biakin qui pousse devant lui, surveillé par Kadlec. Là, c'est Jagr qui surveille Bourret.
les deux juniors qui s'affrontent derrière le filet. Fetisov là qui intercepte, s'avance. Fetisov devant le filet pour Bourret, mais ça a été repoussé par le gardien. Et Bourret reprend dans le coin de la patinoire. Passe devant pour Fyoderov, mais belle manœuvre de Robert Olick devant lui. Et c'est Olick là qui a toujours le disque, surveillé par Tatarinov cependant, il revient sur ses pas. Passe vers Prochazka qui s'avance. Prochazka a fait une chute, il a marqué 2 buts Prochazka contre la Suède. Haščák maintenant reprend par la rampe, surveillé par Kamienski, longue passe vers Bozic, mais c'est perdu, repris par Bourret, le tir du revers et c'est l'arrêt de Haščák. L'arbitre avait sifflé, mais pourquoi? Pourquoi? Et les Soviétiques ont raison de protester, Pierre. On a vu la finesse encore une fois de Pavel Bora qui s'était emparé d'un disque égaré tout près du filet de Haščák. Et là, bien, l'arbitre a arrêté le jeu un peu trop vite. On voit ici l'incursion de Bourret. Et le disque est toujours libre. Le disque est toujours libre. Regardez, Haščák a perdu contrôle. Et là, le jeune joueur de 17 ans pousse le disque dans le fond du filet, mais on a refusé. On avait arrêté le jeu auparavant. Encore une fois d'un autre angle, Pierre. Regarde de quelle façon il va déjouer le gardien de la Tchécoslovaquie. Très habile. Il va reprendre son retour. Voilà. Mais tu l'as dit, on siffle très rapidement en compétition internationale. Alors c'est une belle chance là pour les Tchécoslovaques. Parce qu'avec 2 buts de retard, les Tchécoslovaques doivent gagner ce match s'ils veulent remporter la médaille d'or. Haščák, belle passe, capté par Batcha, le défenseur. Mais tu as vu comment Kravchuk lui a fermé la porte, un tir bloqué en défense cette fois par Gusarov. Alors les défenseurs qui protègent tellement bien le gardien Irbe. Et là c'est Bykov qui dégage jusqu'à Batcha. Surveillé par Khomutov. Batcha derrière le filet. A remis à Seeger. Longue passe ratée par Krohn. C'est repris par Bozic, le défenseur, qui remet en territoire de l'URSS. Gusarov applique les freins derrière son filet. Gusarov vers Kamienski, mise en échec par Staviana. Là, c'est Bykov qui a repris le disque. Bykov est freiné et c'est Staviana qui récupère dans son territoire. Staviana veut relancer l'attaque tchécoslovaque. C'est lui qui s'avance, remet derrière à Seeger. Tir de Seeger, repoussé facilement par le gardien. Là, devant le filet, c'est raté par les Tchécoslovaques et c'est Priakin qui reprend. 2 minutes et 45 secondes à faire en deuxième période. C'est 1-0 l'URSS. Sherban qui attire Khomutov, remet à Staviana, qui remet à Sherban. Sherban vers Lubina, vers Haščák. Martin Haščák qui fait une chute, a vu la mise en échec de Konstantinov. Et Haščák revient au banc tout de suite. Le trio de Hrdina qui revient, ou en fait c'est Hrdina qui a remplacé Haščák. Là c'est Priakin qui a le disque. Priakin s'avance, applique les freins, veut faire une passe, mais le disque était sautillant, raté par Malarov. Là c'est repoussé en territoire soviétique. Konstantinov plaqué par Hrdina. Makarov maintenant qui reprend le disque, laisse à Priakin. Priakin qui évite la mise en échec de Prochazka, fait une chute néanmoins. Et encore le gardien Haščák qui mobilise le disque derrière la ligne rouge. Et c'est un spectacle que semble apprécier le public ici. Les chances de marquer depuis quelque temps cependant ne sont pas nombreuses. Les mises en échec sont solides cependant. Regardez le travail de Konstantinov. Et dans l'espoir d'éviter cette mise en jeu, bien, cette mise en échec, t'as vu le joueur de la Tchécoslovaquie, il a dû perdre le contrôle du disque. Les défenseurs de l'Union soviétique, Pierre, ne se gênent pas pour se lancer vers le porteur du disque parce qu'il aperçoit, lui, son allié qui vient se replier. Donc, il n'y a pas de danger de créer une ouverture. Tir de Malarov, bel arrêt de Haščák qui remet derrière son filet. Et c'est Jelinek qui reprend par la rampe pour Dolezal. Dolezal derrière son filet. Le capitaine surveillé par Nemchinov remet à Kadlec. Passe de Kadlec au centre. Jelinek récupère le disque. Là, c'est Prochazka qui veut tirer, mais c'est encore bloqué en défense par Malarov. La course maintenant entre Kadlec et Nemchinov. Davidov reprend, surveillé par Prochazka qui le plaque par derrière. Et c'est un hors-jeu annoncé par le juge de ligne Enestedt de la Suède. À notre deuxième, sans prétention, cette petite analyse en deuxième entracte. Et nous retrouvons également en studio nos collègues Denis Caron et Pierre Labousseur. On salue Denis d'ailleurs qui a été un collègue extraordinaire toute cette saison et qui continue de briller pour l'équipe de RDS. En studio à Montréal avec Pierre Labousseur, qui est votre analyste de baseball d'ailleurs. Oui.
Vous allez reprendre le collier au baseball bientôt, M. Petro. Vendredi. Moins d'1 minute à faire en deuxième période. C'est Fyoderov qui reprend. Passe vers Pavel Bure, c'est raté par lui. Bacha est là le premier. Bacha surveillé par Biakin. Là, Fyoderov veut reprendre. Le disque est sautillant. Fetisov veut le retourner en territoire tchécoslovaque. C'est fait. Hachek remet à Bacha. Bacha au centre. C'est repris par Herdina, mais perdu à nouveau. Fyoderov vers Bure maintenant, qui évite la mise en échec. Tir de Bure. Et c'est l'arrêt de Hachek. Et c'est repris par Robert Holik maintenant. Holik qui s'avance en territoire du RSS. Holik veut faire une passe à Bacha, mais Chomutov lui a fermé la porte. Fyoderov maintenant passe vers Kamienski qui s'avance. Kamienski tire et le but! Avec seulement 11 secondes à faire en deuxième période. Bon, ça, c'est un but qui va faire mal aux Tchécoslovaques. Encore une fois, sur un changement de trio par les Soviétiques. On a vu Bure qui s'est amené au banc. Chomutov est venu le remplacer. Kamienski, à son tour, a sauté sur la patinoire. Et de quelle façon il a distancé le défenseur de la Tchécoslovaquie. Une bonne force d'accélération, un joueur extrêmement puissant. Et ensuite, eh bien, on regarde de quelle façon il va déjouer le gardien de but Hachek. Il va du côté du revers et ensuite, l'espace est mince, mais réussit à enfiler l'aiguille. Quel beau but et quel bon joueur ce Kamienski. Quel joueur ce Kamienski. C'est un joueur qui est taillé sur mesure pour la Ligue nationale de hockey. Parce qu'il est très rude également, Grand, très rude, dur. peut s'adapter à toutes les situations de jeu. Et c'est la fin de cette deuxième période, un 6e but en tournoi pour Valérie Kamienski. Alors, un but qui va faire très mal aux Tchécoslovaques. Oui, Pierre. Alors, j'ai l'impression qu'on a vu que l'Union soviétique a vraiment pris les devants dans cette deuxième période, autant au niveau de l'intensité que de la cohésion dans les passes, jeu défensif. On a un réseau défensif chez les Soviétiques qui est absolument impeccable. Irbe n'a presque pas de travail à effectuer. Alors, le sommaire de cette deuxième période, il y a eu tout d'abord un but de Bikov à 6 minutes et 8 secondes. Et également, il y a eu ce but de Kamienski que vous avez vu. Tout ça est survenu à 19 minutes et 49 secondes. Et les tirs au but après deux périodes, 23 par l'Union soviétique. Ils en ont donc effectué 14 au cours de la deuxième période, 5 par la Tchécoslovaquie pour un total de 11. URSS 2, Tchécoslovaquie 0. Vous écoutez le championnat mondial de hockey 90 à l'antenne du Réseau des sports. Kamienski qui remet, mais c'est intercepté par Sherman. Disque libre et c'est repris par Kamienski encore. Kamienski derrière son filet, celui qui a marqué le deuxième but du RSS. Ce qui pourrait être, Yvon, le but d'assurance finalement. Oui, but extrêmement important en fin de période en plus. Alors, croyez-le ou non, les Tchécoslovaques ont reçu un avertissement tellement sévère de l'arbitre après la première période parce qu'ils ont tardé à revenir sur la patinoire que les deux équipes étaient de retour avec encore 2 minutes à faire dans l'entracte. Et les joueurs sont revenus avant les officiels et on dit que les règlements, c'est bon pour être contourné parfois. L'arbitre n'a même pas attendu qu'il y a 15 minutes exactement. Il a procédé tout de suite à la mise en jeu. Fetisov en contre-attaque. Fetisov contourne Hastak. Remet du revers en territoire tchécoslovaque. C'est intercepté par Hachek. La Kadlec a bien failli perdre. Longue passe vers Lubina, intercepté par Tatarinov. Et voilà. Tir de but! Oh, quel tir de Davidov! Mais encore une fois, beau jeu, beau sens d'anticipation de la part de Tatarinov qui a intercepté ce disque tout près de la ligne bleue. Il a ensuite effectué une passe à Davidov et une rondelle qui a passé entre les jambières de Hachek. Le gardien de la Tchécoslovaquie n'était pas prêt sur ce jeu. Et Davidov est tout à fait seul avec lui. Regardez bien, manque un petit peu de concentration de la part de Hachek. C'est vrai que c'est un début de période. Il ne s'attendait pas à ce que le jeu se développe de cette façon. Dès le début, erreur dans le territoire de la Tchécoslovaquie. Avec seulement 56 secondes d'écoulées en troisième période, les Soviétiques qui seront vraisemblablement champions du monde encore. Là, c'est Dolana, longue passe, qui est capté par Jelinek, mais celui-ci est tout de suite surveillé par Pavel Bure. Jelinek remet derrière à Bacha, qui revient sur ses pas. Bacha, longue passe au centre pour Herdina, c'est intercepté par Goussarov. Goussarov, passe intercepté par Dolezal. Dolezal derrière pour Jelinek, mais c'est perdu par lui. C'est le défenseur Bozik qui doit intervenir et qui relance l'attaque. Bozik tire du revers, mais c'est bloqué par Biakin. Expert en échec avant, celui-là. Là, c'est le défenseur Bacha qui
veut créer l'ouverture, mais il n'y en a pas d'ouverture. C'est aussi simple que cela. Jagr applique les freins devant Konstantinov, passe vers Reichel et Holik qui rate le disque. Alors des Tchécoslovaques qui semblent complètement affaissés. Là, c'est Boré qui s'avance. Peut passer devant, mais Holik intercepte le disque. Passe à Jagr. Jagr vers Reichel, mais beau jeu en défense de Malahov. Ristic maintenant vers le disque. C'est Sherban qui lui enlève. Makarov intercepte au centre. Jagr vers Reichel qui tire et c'est bloqué par Hachek. Là, c'est Priakin qui va reprendre dans son territoire. Priakin vers Makarov devant Sherban. Derrière pour Priakin qui s'avance bien. Priakin surveillé par Sherban. Priakin toujours vers le disque, mais c'est Ristic qui le reprend. Mise en échec par Staviana. Et Makarov, lui, va reprendre devant Holik. Makarov pour Konstantinov, le défenseur. Là, c'est repris par Priakin pour Malahov. Et quel arrêt de Hachek! Reichel en contre-attaque maintenant. Reichel tire et c'est bloqué en défense. Et les Soviétiques qui repoussent encore les Tchécoslovaques à chacune de leurs incursions. Là, c'est Holik, surveillé par son vis-à-vis, c'est Bykov de Khomutov à Kamienski. Kamienski devant Kadlec. Kamienski toujours remet derrière, mais il n'y avait personne. Sinon que Kron qui surveillait pour la Tchécoslovaquie. C'est lui qui a le disque. Kron repousse plus loin, mais Tatarinov l'a complètement battu en territoire neutre. Rochatska maintenant vers Haschak, c'est raté. Et Bykov va reprendre. Loin dans son territoire, par derrière à Fetisov qui a laissé le disque devant lui. Tatarinov remet au centre et c'est repris par Pacha vers Kadlec. Kadlec au centre, c'est capté par Seeger. Tire de Seeger et bel arrêt de Hirbet. Et là, c'est un disque libre repris par l'URSS. Contre-attaque avec Fetisov. Fetisov devant les deux défenseurs. Derrière à Kamienski. Kamienski tire! Quand tu mentionnais que Kamienski a tous les éléments, tout le talent pour évoluer chez les professionnels, on en a encore une preuve. Il est arrivé du côté opposé. C'est un gars qui tire de la droite. Il a fait une feinte devant le défenseur. L'enclave s'est présenté et sans hésitation, il a réussi à marquer. Regardez-le travailler devant la défensive de la Tchécoslovaquie. Belle feinte lorsqu'il a fait son pivot du côté droit. À chaque lui était battu parce qu'il devait se déplacer. Et au moment où il effectuait son déplacement, regardez de quelle façon il effectue un tir rapide. Le gardien de but doit s'avancer un peu. Il est hors d'équilibre. Et là, Kamienski qui enregistre son deuxième but du match. Et je remarque que Viktor Tikhonov a de plus en plus de difficulté à retenir un sourire. Ah, voilà, il parle à Kamienski, là, et il a un grand sourire. Alors, ça commence à sentir la médaille d'or pour l'URSS. Alors donc, les deux buts des Soviétiques en début de troisième période. Davidov, son cinquième du tournoi avec l'aide de Tatarinov après 56 secondes. Puis Kamienski, c'est son deuxième du match, son septième du tournoi. Il a marqué à 1 minute et 13 secondes. Alors ça, Yvon, c'est deux autres mentions d'assistance pour Tatarinov aujourd'hui. Ça lui fait 11 points. Donc, à nouveau, petite panne de son en provenance de la Suisse toujours, évidemment. Donc, pour l'instant, nous y allons, Pierre, avec une description là, de la troisième période. Description sommaire, il faut le dire, puisque là, maintenant, du côté des Soviétiques, avec ces deux buts rapides de marquer en début de troisième période, ça regarde de plus en plus pour la médaille d'or. Je me demandais tantôt si les Tchécoslovaques avaient avantage à ouvrir le jeu. Et j'avais dit, s'ils ouvrent le jeu contre les Soviétiques, les chances qu'ils se retrouvent avec un pointage élevé sont fortes. On l'a vu en début de période. Les Tchèques ont tenté d'ouvrir le jeu, forcer la note. Résultat, Tatarinov est venu marquer un premier but. Et ensuite, c'était Kamienski qui est venu marquer le deuxième but. C'est déjà 4-0. Alors, peut-être que les Tchécoslovaques vont se retrouver dans la même situation que les Canadiens l'autre jour, lorsque le Canada a perdu 7-1. Lorsqu'on ouvre le jeu contre les Soviétiques, c'est pas facile. Ils sont tellement habiles à profiter des erreurs. Exactement. Donc, 4-0 maintenant pour la formation soviétique. Et du côté des Tchécoslovaques, on aura peut-être la tentation, justement, d'aller à tout le moins tenter de sauver l'honneur, de réussir un but ou deux. Mais ce ne sera sûrement pas facile. Et là, on a parlé tire de loin. Du tournoi de la force d'Arthur Ribé dans le filet. C'est pas facile pour un gardien de but qui reçoit 15-20 lancés par match de rester concentré. En deuxième période, n'a pas été tellement occupé.
Et à toutes les fois qu'il a lancé, eh bien, ça fait toujours un bon bout de temps qu'il n'en a pas eu. Il doit rester concentré dans le match et ça prend de la force de caractère. Mais au cours des prochaines minutes, quand même, il y a de fortes chances que tout devienne mécanique, étant donné cette priorité maintenant des Soviétiques. De toute façon, le jeu des Soviétiques est très, on dit mécanique. C'est mécanique et créatif à la fois parce que on aime bouger la rondelle. Alors, bouger la rondelle, il faut être créatif pour le faire, mais on a des options de jeu et on les emploie rigoureusement. Alors, avec cette descente de Makarov qui s'approche du filet, et il réussit à marquer à nouveau. Donc, mais lui, il n'a pas, en fait, je dis qu'il a réussi à marquer à nouveau côté soviétique, mais dans le cas de Makarov comme tel, on ne l'a pas tellement vu depuis, en fait, surtout dans la ronde des médailles. Et on voit l'habileté de Makarov. Il peut se démarquer de deux joueurs. Le gardien de but a bougé beaucoup trop rapidement. S'il est sorti du filet lui-même, n'avait qu'à rester dans son rectangle et attendre le tir de Makarov. Les défenseurs sont à 2 contre 1 contre Makarov. Son habileté lui permet d'acheter du temps, mais par contre, le gardien de but n'a aucune raison d'être à genoux et hors de position sur ce jeu-là. Donc, tout est rétabli concernant nos communications avec la Suisse. À nouveau, messieurs Pedno des Ouf, à vous la parole. Et c'est maintenant 5-0 en faveur du RSS. Un tir de Krohn, retour raté par Seeger. Disque libre, c'est Tatarinov qui immobilise le long de la rampe. Là, Tatarinov et Raschak qui se bousculent et la bagarre qui... Donc, à nouveau, Pierre, la parole qui nous revient, les problèmes sont intermittents. Et petite bagarre, est-ce que les esprits s'échaufferaient ou il y aurait peut-être un début de frustration du côté de la Tchécoslovaquie? J'approuve que les Tchécoslovaques, sont humains aussi, les Européens, qui se fait humilier 5-0, on perd notre patience, on perd notre discipline. Donc, la portion sonore vous parvient toujours du studio à Montréal, puisqu'il y a certains problèmes de communication actuellement. Et comme on le disait peut-être, Pierre, dans les minutes ou dans les secondes, plutôt qui ont précédé cette courte pause, sont quand même humains, ces Européens, et particulièrement ces joueurs tchécoslovaques et soviétiques. Et là, bien, la frustration, un peu comme on le voit dans nos matchs professionnels, bien, ça commence à y ressembler quelque peu. Mentionné tantôt, il y a beaucoup de petits accrochages qui surviennent dans le hockey européen. Et à 5-0, on accepte moins les petits accrochages. On perd sa discipline. Et à ce moment-là, Tatarinov et le joueur tchécoslovaque en sont venus au coup, ce qui est très rare, par contre, au hockey en Europe. Et si je rigolais quelque peu, Pierre, c'est en fonction de cette image fournie par la télévision européenne et ce visage peut-être de plus en plus sympathique du côté des Soviétiques, peut-être que de ce côté-là, dans ce qui est le hors-hockey comme tel, on s'américanise quelque peu. Donc 5-0 pour la formation soviétique et là, bien, les Tchécoslovaques qui ont toute une côte à remonter. Voyons voir, il faut à toute fin pratique oublier la médaille d'or comme telle maintenant du côté des Tchécoslovaques et comme on disait peut-être tantôt aussi, tenter de sauver les hommes, marquer quelques buts et de revenir d'une façon quelconque dans la partie. Je parlais du système défensif des Soviétiques. Lorsque la Tchécoslovaquie attaque, ils ont toujours 2 défenseurs en position et un 3e avant en repli arrière. Alors, un mur défensif à 3 hommes, mur ou triangle défensif si préféré. Et c'est pas facile pour les Tchécoslovaques de gagner accès à la zone privilégiée à l'enclave et obtenir un bon tir au but. C'était le travail de Khomutov dans le territoire de la Tchécoslovaquie, mais rapidement, on a réussi justement à enlever cette pression soviétique dans le territoire tchécoslovaque. Mais le rythme du match aussi diminue, on le sent. Ce n'est pas tout à fait le même rythme qu'en première et deuxième période maintenant avec cet écart. Les Soviétiques pensent défenser. Regardez les alliés, viennent profondément aider les défenseurs pour chercher la rondelle. Mais pourquoi c'est difficile pour les alliés du côté nord-américain, justement, de toujours penser en fonction du repli et de venir prêter main forte aux défenseurs, quand les Européens, et particulièrement les Soviétiques, le font toujours sur une base régulière? Est-ce que c'est avant tout du travail de l'entraîneur à ce moment-là qui parvient à imposer sa pensée? C'est pas difficile du côté des Nord-Américains. C'est simplement que les Soviétiques, lorsqu'on les voit, on voit leur équipe nationale à ce moment-ci. Si on avait droit aux meilleurs éléments canadiens, eh bien, il y a des gars qui peuvent faire ce travail-là au Canada. Je pense à des gars comme Marc Messier, peut patiner, peut jouer défensif, peut être aussi agressif et intense que les Soviétiques. Il y en a peut-être moins, par exemple, du côté nord-américain qu'européen? Je ne sais pas s'il y en a moins, parce que les Soviétiques, lorsqu'on a droit à leur 2e, 3e et 4e équipe, on trouve tout de même des faiblesses. Lorsque c'est la première équipe, ce sont les éléments, la crème d'un pays.
Donc la Tchécoslovaquie qui se retrouve, l'équipe tchécoslovaque qui se retrouve profondément en zone soviétique. Mais encore là, comme tu le disais, c'est très, très, très difficile d'asseoir cette attaque tchécoslovaque puisque les Soviétiques travaillent très bien dans leur territoire et toujours ce fameux contrôle de la rondelle. C'est très important. Là, on l'a vu. Un retour arrière. Au Canada, la situation normale, ça aurait été de lancer la rondelle au fond de la patinoire. Là, le joueur soviétique, en l'occurrence le numéro 8... Pendant que l'on voyait justement cet arrêt de Dominique Hachek, lui qui a brillé dans les premières minutes, lui qui s'est imposé justement jusqu'en fin de deuxième période, mais là, le mur est tombé, quoi. Oui, Hachek, on pourra dire qu'il a été faible sur certains lancers, mais par contre, lorsqu'on le mentionne souvent, lorsqu'une équipe est toujours en zone offensive, tôt ou tard, le gardien de but va commettre une faute. Parlant de gardien de but, Pierre, c'est un aspect que j'aimerais traiter. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour un gardien européen entre ces deux équipes, même si les Tigers ne sont plus ce qu'ils étaient, disons, au début des années 80. J'aimerais poursuivre sur ce que l'on développait voici quelques instants, Pierre. Pourquoi est-ce si difficile pour un gardien européen d'avoir du succès dans la Ligue nationale? Il n'y en a eu qu'un, finalement, peut-être Pelé Lindbergh. Oui, le jeu est un peu différent. L'arrière du but est différent. Et il faut dire que la position de gardien de but, au Canada, aux États-Unis, on est bien nanti à cette position-là. Alors, on va avoir moins tendance à aller chercher un gardien de but en Europe lorsqu'on est bien servi au Canada. Ouais. Mais il y a des bons gardiens de but en Europe. Ah, définitivement, mais c'est de faire cette... Je pense à Tretiak dans le passé. Il y a eu de bons gardiens de but là-bas, mais ils n'ont pas eu la chance de venir s'illustrer en Amérique du Nord. Mais ceux qui sont venus ont connu plus souvent qu'autrement des difficultés. Oui, il faut s'adapter à un style différent. En Amérique du Nord, moi je dirais que les joueurs en Amérique du Nord sont plus prévisibles qu'en Europe. Lance souvent dans des angles fermés. On lance plus souvent vers le but. Prenons un cas bien précis, celui de Sergei Milnikov, qui, en fait, n'a pas connu beaucoup de succès avec les Nordiques, mais là, si on analyse plus profondément ce qui s'est passé, il n'a pas joué beaucoup, d'accord, mais de ce que l'on a vu de lui et ce que certains experts ou certains connaisseurs ont vu de ce gardien soviétique, est-ce qu'il aurait pu finalement s'imposer dans la Ligue nationale s'il avait eu la chance? Parce qu'il faut le dire, Michel Bergeron ne lui a pas donné beaucoup d'opportunités de travailler. Bon, on peut pas savoir ce que Milnikov aurait fait parce que, justement, on ne l'a pas vu, et lorsqu'on l'a vu, c'est dans une situation assez difficile. Par contre, lorsqu'on analyse le style de Milnikov, c'est un gars qui garde le filet profondément, est vulnérable à certains lancers de loin, des bons lancers puissants. Il y en a quelques-uns d'ailleurs dans la Ligue nationale. Et par contre, c'est un gars qui, alentour de son filet, coupe des jeux, coupe des passes. On ne sait pas s'il aurait pu faire sa marque dans la Ligue nationale, mais à Québec, on ne lui a pas vraiment donné l'opportunité. Certains vont dire, les fois qu'il a gardé les filets, il a mal paru. À Québec, cette année, tous les gardiens ont mal paru, alors c'est pas vraiment un indice. Donc, pour le bénéfice de nos auditeurs et peut-être pour ceux qui viennent de se joindre à nous, bien actuellement, il y a panne de son entre la Suisse et, en fait, le Canada. Et c'est la raison pour laquelle vous n'entendez pas actuellement la voix de nos commentateurs Yvon Penneau et Pierre Houde. Rappelons aussi que la marque est de 5-0 en faveur de l'URSS sur la Tchécoslovaquie. Nous sommes sûrement en milieu de retour à ce match pour la médaille d'or entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie. Et là encore, quelques gestes un peu de frustration. Et là, bien, ça se développe dans un autre côté. Mais on le voit. C'est Irdina. Lui, il est habitué de voir ce genre de scène puisqu'il a porté... il évoluait du côté nord-américain dans la Ligue nationale. Avec les Flames de Calgary. Avec les Flames de Calgary, effectivement. Oui, Pierre. Et sûrement qu'une chose, Denis, lorsqu'il y a du poussaillage en Europe, les joueurs ne jettent jamais les gants. Et ça coûtait cher à Fétissat dans la Ligue nationale parce que c'est présenté une journée devant Wendell Clark, n'a pas jeté les gants. Dans la Ligue nationale, il ne faut pas toujours attendre que la cloche sonne pour commencer le combat parce que des fois, c'est votre cloche qui va sonner. D'autant plus qu'on sait que dans la Ligue nationale, c'est celui qui attaque et qui porte les premiers coups qui a plus souvent qu'autrement le chance de s'en tirer avec les honneurs du combat. Mais là, on le voit, on refuse toujours de jeter les gants. Les bâtons sont tombés, d'accord, mais on s'étudie. Et, Tu vois la manière que Davidas s'emmenait sur Irdina. Dans l'hockey professionnel, un gà qui a l'intention de se battre, s'il se présente de cette façon-là, on ne fera pas long feu. Non, il y a des chances, comme tu dis, de se faire sonner les sacs. En milieu de tête première, là. 5-0, rappelons-le, pour la formation soviétique. Et du côté des Tchécoslovaques, on en rit peut-être justement quelque peu de cette situation maintenant, puisqu'il faut absolument faire son deuil de cette médaille d'or, qui pour une autre année se retrouvera du côté de l'Union soviétique. D'ailleurs, au cours des années 80, la formation soviétique a récolté la médaille d'or dans ce type de championnat, comme celui que nous connaissons cette année, à 5 reprises. Et il y a eu également des médailles d'or récoltées lors des Jeux olympiques en 80.
84 et aussi en 88. Malheureusement pour eux, on a échappé celle de 1980 qui était présentée lors des Jeux de Lake Placid. Mais là, il faut dire, c'était réellement le miracle des Américains. On a échappé 80, 85 contre les Tchèques et on a échappé également 87 contre la Suède. La Suède. Alors 3 sur 10. Mais... De toute façon, un rendement de 70 si l'on peut s'exprimer ainsi, dans ce genre d'événement à caractère international, évidemment, que c'est plus que satisfaisant. Donc, 2 joueurs de la Tchécoslovaquie, dont Hirdina, qui se retrouvent au banc des pénalités, alors qu'il faut parler maintenant de formalité d'ici la fin du match, avec cet écart de 5 buts en faveur de l'équipe de l'URSS. Les Tchécoslovaques toujours installés profondément dans leur territoire, alors que l'on tente justement de construire une attaque et on se retrouve finalement en zone centrale. Un 2 contre 1 qui se présente et encore là, le bel arrêt de Arthur Hirbe. Et on a vu, il est resté debout, il a attendu calmement justement que le lancer puisse parvenir. Et là, c'est une autre situation de 2 contre 1. Et la clé du dernier 2 contre 1, le défenseur soviétique a bloqué le centre de la glace, empêché le transfert d'un joueur à l'autre. À ce moment-là, le gardien de but peut se concentrer sur le porteur de la rondelle. S'il y a un transfert d'un joueur à l'autre, à ce moment-là, le gardien de but en mouvement est très vulnérable. Là, ça devient aussi de plus en plus ouvert. Les occasions de marquer, qui étaient peu nombreuses au cours, peut-être des 30 ou 35 premières minutes de jeu, mais là, c'est beaucoup plus fréquent. Et naturellement, cet écart dans le pointage maintenant favorise ces situations. Oui, parce que la défensive, c'est de la discipline. Et lorsqu'on arrive à 5-0, eh bien, la tentation d'aller se mêler un peu plus d'attaque et d'avoir un peu plus de plaisir est là. Les joueurs de hockey sont humains. Jouer un style hermétique défensif en contrôle tout le temps, faut être concentré. À 5-0, c'est un peu plus difficile de concentrer. Pendant qu'on voit toujours le gardien de but soviétique, Arthur Hirbe, revenons quelque peu à Sergei Melnikov et son expérience avec les Nordiques. Tu as eu l'occasion, Pierre, de côtoyer Vladislav Tretiak, en fait, un expert en la matière, grand gardien de but, possiblement l'un des meilleurs que l'on ait connu au cours des 20 dernières années. Qu'est-ce qu'il pensait, lui? Quelle était son analyse de Sergei Melnikov? Lorsque quelqu'un qui est venu ici il y a 2 ans, la première fois pour son école de hockey, je travaillais avec lui comme instructeur. Il nous avait dit à ce moment-là, Melnikov, c'est pas tellement un bon patineur, c'est pas le plus travaillant du groupe. Et ça explique pourquoi il est dans le fond de son filet, parce que il n'a pas confiance en son coup de patin, donc triche et joue un peu plus profondément. Par contre, il disait de lui que c'est un gars qui a des bons réflexes et une qualité pour un gardien de but, se fait frapper par la rondelle. Alors, lorsque Bergeron a analysé Melnikov, était pas mal près de la vérité. Excepté que ce qu'il a décelé dès le départ, peut-être pas le plus travaillant au monde, ou celui qui va, et lorsqu'on connaît se fatiguer le plus dans les exercices, oui, c'est ça. Un joueur qui n'est pas le plus travaillant ne sera jamais un favori, Michel Bergeron, effectivement. Comme d'ailleurs de plusieurs entraîneurs dans la Ligue nationale et au niveau professionnel comme tel. 5-0, toujours en faveur de l'Union soviétique. Là encore, une situation de 2 contre 1 qui se présente. Et on a raté le filet de peu, alors qu'on a gardé le gardien Hasek sur un double doute pour quelques secondes avant de finalement y aller d'une passe. Tu as vu que je te parlais tantôt? Lorsqu'il y a un transfert de rondelle, le gardien de but est battu. Là, tout simplement, c'est Bourré qui a raté son lancer. S'il ne rate pas son lancer, c'est un but facile. Exactement. Toujours les Tchécoslovaques en zone centrale avec ce contrôle de la rondelle, mais parfois momentané, du jeu plus décousu qu'au cours justement des premières minutes et des premières séquences de cette rencontre. Et à nouveau, donc, semble-t-il que la communication est rétablie avec Berne en Suisse. Et voici Yvon Penneau et Pierre Houde. Priakin qui s'avance. Priakin toujours, mais on lui fait perdre le disque à la dernière minute. Il y aura pénalité pour le geste à l'endroit de Makarov. Oui. Parce qu'il y avait possibilité de 2 contre 1 là-dessus. On l'a accroché et là, on va donner une pénalité pour obstruction, mais elle a bel et bien été accrochée par Hirdina, qui sera chassé pour 2 minutes. Alors Yvon, pour l'URSS, ce sera une 22e médaille d'or au championnat du monde depuis 1954. Et au cours de cette période, de 54 à aujourd'hui, il y a eu également 7 médailles d'argent, 4 médailles de bronze. Les Soviétiques, donc, demeurent champions du monde. Et aux Jeux Olympiques, entre 56 et 88, 7 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. C'est une équipe qui, en début de tournoi, Pierre, ne laissait pas voir autant de possibilités. Mais l'arrivée, finalement, de Fetisov, l'arrivée de Sergei Makarov, ça a changé un peu l'atmosphère dans le vestiaire de l'Union soviétique. Ça a donné confiance aux jeunes joueurs et Tikhonov a pu vraiment implanter son système. On a changé de gardien de but chez les
Ça va changer de gardien de but chez les Soviétiques? Oui, c'est Mishkin qui est là. Ah bon? Oui, on a voulu permettre à Mishkin sa seule et unique participation dans le tournoi. Oui. Le bon vieux Mishkin, 34 ans. Ben, comme si c'était vieux, 34 ans, M. Petneau. Vous imaginez? Je vous remercie beaucoup. Ben non, ben enfin, je m'en approche pas mal vite, moi aussi. Ah, c'est un beau geste de la part de Viktor Tikhonov. Ah, Vladimir Mishkin, qui n'avait pas eu Voilà. la tâche facile, lui, Mishkin, parce qu'il était dans l'ombre du grand Tretiak. Mais quand Tretiak a pris sa retraite, c'est lui qui a permis cet ajustement lorsque les Soviétiques se sont retrouvés privés de leur meilleur gardien à l'époque. N'oublierai jamais, Pierre, la décision de Viktor Tikhonov en 1979 à New York, lorsqu'il avait utilisé Mishkin dans le dernier match d'une série 2 de 3. Oui. Il avait battu la Ligue nationale 6-0. Oui. Omutov qui reçoit le disque, supériorité numérique. Voilà, c'est raté par Fetisov qui avait un filet ouvert. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs gardiens par la suite dans l'intervalle. Sidelnikov, si je me rappelle bien. Évidemment, Milnikov est arrivé par la suite. Et donc, Mishkin s'est retrouvé un peu toujours dans l'ombre. appelé à combler les fissures. Et il a bien fait son travail. Et cette année, bien, on l'a invité à participer à ce tournoi. C'est Tikhonov lui-même qui l'a invité à le faire. Et Milnikov, lui, n'a pas été en uniforme pour les 5 derniers matchs de l'URSS. Omutov, belle manœuvre, surveillée par prise en échec finalement. Et c'est Haschak qui reprend. Haschak qui a dégagé jusqu'à l'autre bout. Là, Mishkin qui peut se dévier les jambes un peu, quitte son filet. Davidov reprend maintenant. Davidov qui applique les freins. Laisse derrière à Kravchuk. Kravchuk veut contourner les deux défenseurs, mais perd le disque finalement, et c'est Nemchinov qui le reprend au centre. 2 minutes 30 exactement à faire en troisième période. Les Soviétiques qui seront couronnés champions du monde encore. Kadlec qui applique une mise en échec contre Semak. Kron est là également. Kadlec reprend mais perd le disque. C'est repris par Davidov vers Semak. Semak veut rejoindre Nemchinov, mais Kadlec a bien bloqué. Davidov maintenant. Pénalité terminée, on joue à armes égales. Longue passe à Nemchinov, un tir qui rate la cible. Et c'est repris par le défenseur Kadlec vers Haschak. Haschak perd le disque à Semak. Belle passe et un tir raté par Davidov. La rondelle se retrouve dans le filet arrière. Et je regarde encore Viktor Tikhonov qui s'amuse comme larron en poire. C'est incroyable, il a même retiré son imperméable. Et quand, Pierre, on regarde le dossier de Irbeuf pour le tournoi, puisqu'il a été retiré maintenant, il n'aura accordé que 5 buts en plus de 300 minutes. Incroyable. Mais quelle équipe là devant lui aussi. C'est sûr, parce qu'il a reçu 16 tirs seulement. Dans tout le match, les Soviétiques ont tiré 31 fois sur le gardien Dominik Hašek. Moins de 2 minutes encore, 1,55 à faire dans le match. Je vous rappelle, chers amis, que nous allons vous présenter dans moins de 2 heures, en fait dans moins d'1 heure et demie maintenant, le match entre la Suède et le Canada pour la médaille de bronze. Programme double au championnat du monde de hockey à l'antenne du Réseau des sports aujourd'hui. Là, la foule n'est pas d'accord. Le juge de ligne qui dit qu'il y avait hors-jeu à l'entrée du territoire, mais enfin. Et tu as vu la réaction de Konstantinov, puis il est allé voir le juge de ligne, lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, voyons. Suédois. Alors, la rondelle qui n'a jamais quitté le territoire de la Tchécoslovaquie. Non, mais enfin, c'est difficile à dire. Il faut donner le bénéfice du doute au juge de ligne parce que le défenseur Konstantinov bloquait le tir, en fait, bloquait la rondelle. Là, c'est Hastak devant Malahov. Hastak qui laisse le disque devant lui. Mishkin quitte son filet. Il remet un peu plus loin. C'est Konstantinov qui réussit à reprendre. Passe vers Fyoderov, vers Pavel Bouret. Bouret qui a voulu déjouer Lubina, mais celui-ci n'a pas mordu. Et là, c'est une passe trop longue pour Dolana. Repris par Konstantinov. Les Soviétiques qui écoulent le temps qu'il reste. Tatarinov patiemment derrière son filet. Il reste maintenant 1 minute exactement à faire en troisième période. Là, c'est Ristich. Tente de contourner Staviana qui se plaque le long de la rampe. Le disque est libre, c'est Priakin qui le reprend. Priakin derrière à Tatarinov vers Priakin, mais c'est intercepté par Dolezal. Dolezal devant Tatarinov qui applique les freins, disque libre. Dolezal tire devant le filet. Bel arrêt de Mishkin. On reconnaît son style, Yvon. Oui, on l'a vu. La glissade à la Guns Worsley. Et ils ont des gabarits semblables. J'allais dire la même chose. Worsley et lui.
On tire le gardien. Oh, ben ça, c'est arrogant. Ça, c'est de l'arrogance. Quelle arrogance. Il a fait la même chose contre le Canada. Quelle arrogance incroyable. Il a fait peut-être pas la même stratégie contre le Canada l'autre soir, lorsque, avec un score de 7-1, il a demandé un temps d'arrêt. Ça, c'est vraiment être arrogant. Et là, Dolezal est puni. Mishkin retourne devant son filet. Ouais, ben là, on exagère un peu. C'est pas très sportif, ça. Non. Même si c'était une pénalité appelée à la Tchécoslovaquie, on aurait pu dire à Mishkin de rester dans son filet. Pas besoin d'un 6e attaquant. Ouais. Ristic qui a perdu cette mise en jeu. Oh là, Reichel qui a administré tout un coup de bâton à Ristic. Et là, les comptes vont se régler. C'est Rolik là qui bouscule Kravchuk. Oh, Reichel a donné tout un coup de bâton à Ristic et jamais l'arbitre n'a vu ce geste. Et en plus, bien, Reichel va se demander à l'arbitre pourquoi il pacifie contre le joueur soviétique. Alors, vous apercevez Viktor Tikhonov. Il va savourer une autre précieuse victoire, lui qui a été vraiment malmené par la presse soviétique au cours des 3 dernières saisons. C'est Prochaska qui dégage jusqu'à l'autre bout. Goussarov reprend derrière la ligne rouge, remet à Kravchuk. Encore 4 secondes et voilà qui est fait. Les Soviétiques sont champions du monde. Encore cette année en 1990. Sans aucun doute, Pierre, la meilleure formation qu'on a vue ici au cours de ce tournoi. On pensait que le Canada avait les ingrédients pour livrer une chaude lutte à l'Union soviétique. Mais finalement, Viktor Tikhonov avait un club bien équilibré à tous les points de vue. Bonne défense, une attaque très articulée, une défensive à point, un bon réseau défensif, en infériorité numérique, pendant les supériorités numériques. Alors il y aura, ce ne sont pas les cérémonies protocolaires officielles, celles-ci auront lieu après l'autre match, celui entre la Suède et le Canada. Nous allons plutôt assister aux cérémonies habituelles, c'est-à-dire reconnaître les 2 meilleurs joueurs du match, un de chaque côté, et il y aura bien sûr l'hymne national du pays gagnant, c'est-à-dire de l'URSS. Alors il y a plusieurs candidats du côté de l'URSS, du côté tchécoslovaque, on ne sait pas encore qui... presents a copy of posters with his signature, which he created for this event. Alors donc, on va connaître dans quelques instants les meilleurs joueurs de chacune des 2 équipes. Du côté de l'Union soviétique, tu accorderais ton vote à Kamiensky? Bon, Kamiensky a joué tout un match, Tatarinov également, oui. Fetisov. Enfin, il y a plusieurs choix. Du côté de la Tchécoslovaquie, je ne sais pas, peut-être un des 3 jeunes qui ont tenté de provoquer quelque chose en 3e période, mais ils ont été vraiment bouteillés par cette défense de l'Union soviétique. Tout un match de la part des Soviets. Oui. Beste Spieler der Nationalmannschaft der Sowjetunion, best player of the national team of the Soviet Union, nummer 13, number 13. C'est ça. Kamiensky. Alors Valérie Kamiensky reçoit le titre de meilleur joueur du match pour l'URSS. Quelle rencontre il a connue. C'est tout un joueur absolument remarquable. On l'a appris à le connaître à Rendez-vous 87. Tu te souviendras, Pierre, les performances qu'il avait offertes pour l'Union soviétique. Et au cours de ce tournoi, il a été vraiment un joueur flamboyant. Beste Spieler der Nationalmannschaft der Tschechoslowakei, best player of the national team of Czechoslovakia, nummer 23, number 23, Libor Dolana. Et c'est Dolana qui est choisi meilleur joueur pour la Tchécoslovaquie, Libor Dolana. Alors les Tchécoslovaques, ils vont non quand même pas à rougir de honte. Une médaille d'argent pour eux, c'est quand même un exploit, surtout avec l'équipe cette année. On ne prévoyait même pas de médaille pour cette équipe tchécoslovaque qui finalement a réussi avec une très belle performance contre le Canada et tout un retour contre la Suède. Voici maintenant l'hymne national de l'Union soviétique qui reconnaît la victoire dans ce match et plus tard, il y aura cérémonie protocolaire pour remettre la médaille d'or.
contre la Tchécoslovaquie. On peut peut-être rappeler les marqueurs, Yvon, au cours de cette rencontre. Alors, du côté, évidemment, pour l'Union soviétique, Kamiensky a marqué 2 buts, Pierre. 6 et 7e du tournoi. Il y a eu un but de Bykov, son 3e, Davidov, son 5e, et Makarov, son 2e. 2 mentions d'aide pour Vyacheslav Fetisov. 2 mentions d'aide également pour le défenseur Tatarinov, qui, rappelons-le, devrait se rapporter aux Capitals de Washington demain. Je ne sais pas s'il sera en uniforme pour le premier match contre Boston, mais on pense qu'il sera de la formation partante de Washington pour la 2e rencontre de la série. Alors voilà la foule qui applaudit chaleureusement l'équipe championne de 1990, l'URSS, qui mérite d'emblée cette victoire. L'URSS, Pierre, qui a marqué 15 buts pendant la ronde des médailles contre un seul par l'adversaire. Alors nous, chers amis, on va aller boire un peu d'eau minérale, M. Pedneau, et on sera de retour dans environ 1 heure pour vous présenter le match de médaille de bronze entre le Canada et la Suède. Et pour l'instant, retrouvons en studio Denis Caron et Pierre